Bonjour et bienvenue dans le premier épisode des Retours du jeudi. Les Retours du jeudi, qu'est-ce que c'est ? C'est une chronique de cinéma qui est diffusée en live sur Twitch, un jeudi par mois, et qui est ensuite rediffusée sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Vous vous apprêtez à écouter le premier épisode qui a été enregistré le jeudi 8 juillet sur la chaîne Twitch Retour du jeudi, retour au pluriel, tout accroché, et rediffusé sur la chaîne YouTube Les Retours du jeudi. L'épisode que vous allez écouter est le premier, il comporte quelques petites erreurs que nous allons travailler pendant l'été, et on se retrouve à la rentrée 2021 en septembre pour un nouveau live, rediffusion YouTube et podcast. Bon épisode à tous. Bonsoir à tous. Je crois qu'on est 3 ce soir, c'est pas mal sur internet. Voilà. Bienvenue sur les internets. Bonsoir à tous sur les Retours du jeudi, une chronique ciné présentée par les 42 grenouilles. Ce soir avec moi, Chèche. Bonsoir. Mathias. Et bonsoir à tous. Et Adrien. Bien le bonsoir. Ok. Et donc pour commencer, aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un film qui a mon âge en fait, 1988, bon, allez, à peu près. Réalisé par Ron Howard, scénario de George Lucas, avec Val Kilmer, Joanne Whaley et bien entendu Warwick Davis. Je veux parler de Willow. Et on commence tout de suite par la bande-annonce, s'il vous plaît. The omen is true. Where's the baby? My children found this baby alone by the river. This child is special. This baby will not destroy me. Find the child! Time is running out. Elora Danan has chosen you to be her guardian. Me? You need a warrior for a job like this. I'm a nobody. George Lucas and Ron Howard bring the epic adventure to new heights. We need your help. For the first time ever on Blu-ray. Fully restored in stunning high definition. With new bonus features, including deleted scenes and never-before-seen footage from the set. If the baby dies, all hope for the future is lost. Courage, Willow. Own the legend like never before. It's Ride. Your children will come to remember this day. Willow. Own it on Blu-ray. Ok. Donc voilà, Willow, film de 1988. Est-ce que, donc avec des Nelwyn, des Brownies, on a quoi d'autre là-dedans ? On a des Daikini, voilà tout ça. Est-ce que Chèche, tu pourrais nous introduire le film et nous expliquer le pitch du film ? D'accord. En 3 mots. En 3 mots, c'est l'histoire d'un... Alors, Nelwyn, c'est ça ? C'est ça. Qui est dans son village. Et un jour, il trouve un bébé. Daikini. En fait, qui est à taille humaine. Voilà. Et au début, il veut pas trop s'en occuper, mais sa femme et ses enfants aiment beaucoup ce bébé. Et donc, malgré lui, il va devoir s'en occuper. Et il se trouve qu'il y a toute une histoire de prophétie et tout ça, et qu'il va se retrouver embarqué dans une grande aventure, on va dire ça comme ça. Il va rencontrer plein de gens, je vais pas en dire plus. Et voilà. Ça va plutôt bien finir, quoi. Ah, tu dis voilà. La fin, quoi, comme ça. Ouais. D'accord, tu balances la fin en live. Ça marche. Surtout quand il se fait écarteler, c'est génial. C'est ça. J'adore. Donc voilà. Donc Willow, histoire de George Lucas. Je crois qu'il faut le souligner un petit peu, parce qu'on retrouve beaucoup George Lucas en fait là-dedans. Je pense dans la structure du film. Voilà, on en reparlera un petit peu après. Moi, j'aimerais bien faire un petit peu un tour de table. On va peut-être commencer par toi, Adrien. Tout à fait. Ton rapport au film. Qu'est-ce que tu... Mon rapport au film, ça a été le premier film que j'ai vu quasiment tout seul quand j'étais gamin, parce que j'avais une fâcheuse manie, c'était de piquer les cassettes de mes parents. Mais c'était que des films normaux, hein, c'était pas des films pour adultes, hein, je vous rassure.
Et du coup, il y avait, à un moment donné, sur la cassette, il y avait marqué Willow. Et ils avaient enregistré ça quand ça passait sur je sais plus quelle chaîne. Et du coup, je me suis mis à regarder ça. Je devais avoir 6 ans. Et donc, je me rappelle très bien de ce film quand je l'ai vu pour la première fois. Et donc, mon rapport à ce film, c'est que c'est la première fois où j'ai vraiment eu les jetons en regardant un film. Alors, c'est un peu marrant parce que c'est censé être un film pour enfants, Willow. Mais moi, j'ai vraiment eu peur en regardant ce film, la première fois que je l'ai vu. Parce que, y a plein de créatures fantastiques, il y a des moments, il y a des méchants, ils sont vraiment méchants. Et puis, il y a des moments où ils se transforment en cochon, voilà. Et ce moment-là m'a vraiment traumatisé, quoi. Il m'a vraiment traumatisé. Pour dire, l'année d'après, j'avais 7 ans, j'ai regardé Predator de McTiernan, j'ai été moins traumatisé que ça. Hein. Donc, pour dire vraiment, moi... T'avais déjà grandi. Ah oui, d'accord, voilà, on va dire, c'est grâce à Willow que j'ai pu regarder Predator de McTiernan sans avoir des cauchemars, quoi. C'est-à-dire, donc, merci Ron Howard. Mais ouais, mon rapport à ce film, c'est ça, et aujourd'hui, il m'émerveille toujours autant. C'est-à-dire que, pour être très honnête, on devait préparer l'émission, regarder le film, tout ça. Je ne l'ai pas regardé. Ça doit faire 1 an que je ne l'ai pas vu. Et c'est toujours là, quoi. C'est-à-dire que je me rappelle quasiment de tout, de tous les dialogues. Et c'est un film qui m'a marqué. Et je l'ai fait découvrir à mon épouse il y a pas longtemps, parce qu'elle ne connaissait pas vraiment. Et du coup, ce film, elle a adoré aussi. Et c'est un film, je pense, qui est intergénérationnel et qui, même aujourd'hui, en 2021, parle encore beaucoup. Voilà, ça c'est mon rapport au film. Yes. Merci. Je t'en prie. Moi, je l'ai découvert tard, ce film. C'est pour ça que je te demande en deuxième. Je l'ai vu, je sais pas, je devais être dans la vingtaine. C'est pareil, c'est mon conjoint qui m'a dit « Quoi, t'as jamais vu Willow ?» Donc, il m'a montré très Willow. Bien, très bien. Voilà. C'est un bon gars. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça super et j'aurais bien aimé le voir enfant. Mais pour le coup, du coup, j'ai pas l'attachement qu'on peut avoir aux films quand on les a vus enfants. Par contre, ça m'a fait penser à plein... Enfin, ça fait, pour moi, référence à plein de trucs que j'ai vus enfants, et notamment de dessins animés. La méchante, on dirait la méchante dans Blanche-Neige. Bien sûr. Après, ça fait aussi beaucoup penser au Seigneur des Anneaux, mais voilà. On en reparlera un petit peu, je pense. Mais ouais. Voilà. Ok. Mathias. Qui est pensif. Et ouais, t'as l'air très pensif. Moi, Willow, c'est une grande histoire d'amour, puisque c'est ma Madeleine de Proust. C'est un des quelques films que j'ai vus et revus avec le Baron de Munchausen notamment, enfant. Alors le film sort, j'ai 1 an, donc du coup c'est un peu violent quand même. Et non, je plaisante. Je l'ai vu à peu près comme Adrien, vers l'âge de 6 ans. Et ce qui m'a pas empêché de développer une sorte de fascination entre la terreur et la fascination de l'objet filmique, qui était vraiment incroyable. Exactement. Il y a tout dedans, il y a de l'aventure, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a de la peur, il y a des créatures magiques, terribles, on en reparlera sûrement, mais il y a déjà, c'est les prémices des bestiaires fantastiques, j'avais jamais vu ça avant. Le film commence en plus avec une histoire de nourrice qui sort avec un bébé qui se fait rattraper par ces espèces de chiens gliés là. De chiens gliés un peu porcs, mi-chien, mi-sanglier, mirador. Mais complètement dégueulasse. Ah, mais ça, c'est ça qui m'a fait peur au début, quoi. Mais terrible, qui se jette sur la nourrice et qui la dévore vivante. Et c'est, d'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai demandé à mes parents de piquer le chien qu'on venait de récupérer à la SPA 3 jours avant. Donc, RIP Batman Michelangelo, désolé. Ah, carrément. Et, mais c'est la découverte de la fantaisie, en fait, ce film. Et aujourd'hui, je le montre à mes enfants. Et je suis super content de leur faire passer ça parce qu'il y a beaucoup... C'est un conte, en fait. C'est un film conte et qui est vraiment à voir. Qui a pas si mal vieilli, je trouve, honnêtement. Et puis c'était avant que la fantasy soit sexy, quoi, avant que on ait le Seigneur des Anneaux et tout après ce qui suit, le monde de Narnia, la boussole, voilà, enfin tout ça. Donc c'était le machin, la boussole. Donc non, vraiment un film incroyable qui m'a marqué. Et alors je rejoins vraiment plutôt l'avis d'Adrien qui m'a marqué et qui me marque encore et que je prends tellement plaisir à revoir, qui était incroyable. Et toi, Sylvain ? Et mon rapport. En fait, c'est marrant parce que ce que vous dites, je sens exactement pareil. Donc moi, pareil, j'ai vu, je sais pas quel âge j'avais, je me souviens toujours, un après-midi, je vais regarder la télé, il n'y a rien à la télé, ma mère qui me sort une cassette obscure enregistrée sur M6, un truc, voilà, et elle met ça. Donc en plus, les cassettes VHS, je sais pas si ça vous est pareil, mais la musique déjà, elle est pas...
elle tremble un peu, Ouais, elle c'est est ça. un peu bizarre, donc ça rajoute ça. un petit peu au côté Ça tu fait vois, quoi, ambiance ça fait ça rajoute au côté ambiance, ça fait un peu flipper et tout ça. Et effectivement enfin, pareil, fascination de fou de ce film, et parce que émerveillé par le côté aventure, mais en même temps effrayé par le côté vraiment horrifique du truc. Le chien, mais tout le monde s'en souvient. Ah, en fait. mais ignoble. C'est juste un Ces sanglier, chiens là, ils sont un sanglier dégueulasses. bizarre, mais c'est que ça en fait. Et finalement, ça te fait peur. Mais moi, je crois que moi, je suis du genre à pas dormir la nuit après ce genre de choses. Ouais. Donc je crois que j'en dors pas forcément la nuit derrière. Mais voilà, c'est vraiment ça. Et alors après, rapport particulier au film, c'est que je le rematais régulièrement quand je grandissais, tout ça, au fur et à mesure. Et à chaque fois que je matais ce film, je le mettais une fois. Et puis j'étais obligé de le regarder 2 ou 3 fois derrière, à nouveau. Dans la même semaine, je pouvais me le mater 3 fois parce que je surkiffais ce film, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça mon rapport au film. Donc Willow, ouais, là-dedans. Et notre but ce soir, ça va quand même aux spectateurs de vous donner envie de voir ce film parce qu'il n'est pas forcément très connu et c'est un peu dommage. Ouais. Donc justement, on va vous en parler. Malheureusement, pas forcément très trouvable aussi. Et pas très trouvable, mais ça, on va pas en revenir sur le chétan. Quoique, mais on en reparlera à la fin. On en reparlera à la fin. Voilà, moi j'aimerais parler un peu de la jeunesse du film, tout ça. Alors, est-ce que vous savez comment ce film a été mis en chantier ? Je crois que c'était la galère, hein, parce que George Lucas, il a eu l'idée du film, mais c'était pas tout de suite possible de le réaliser. Il a dû commencer par sa trilogie Star Wars, la seule et l'unique. Je suis pas sûr que Willow il l'ait écrit avant Star Wars. Alors, il avait l'idée. Hein. Alors en fait, l'idée a émergé dès 1972, c'est-à-dire qu'il termine THX 1138, qui était son film d'études. Et en fait, il a déjà eu l'idée de Willow à cette époque-là. Et c'est déjà quelque chose dans sa tête qui est extraordinairement épique, qui est vraiment de la fantaisie pure et dure. Ce problème, c'est que dans les années 70, la fantasy, c'était pas vraiment le genre plébiscité par le cinéma américain et par les majors. Et du coup, en effet, après, le projet est avorté dans sa tête, en tout cas, et donc il s'est penché évidemment sur Star Wars, et on l'en remercie quand même de base. Et ensuite, le projet est ressorti un petit peu des cartons en 85. C'est-à-dire que c'était donc après qu'il ait justement terminé sa trilogie, on est d'accord Mathias, la seule et unique trilogie Star Wars qui existe, on est bien d'accord là-dessus. Et du coup après, à ce moment-là, il a décidé de remettre un petit peu ça en chantier, et du coup il fallait trouver le scénario, il fallait surtout trouver l'acteur et il fallait surtout trouver le pognon. C'est surtout qu'il fallait trouver le pognon, parce que le budget du film, on en reparlera sûrement, le budget du film c'est 35 millions de dollars. Hein. 35 millions de dollars à l'époque, ça se trouve pas derrière d'une vache. Alors, je vous rassure, aujourd'hui ça se retrouve pas non plus dans le derrière d'une vache, j'ai essayé ce matin. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 35 millions de dollars c'est peanuts, quoi. C'est-à-dire 35 millions de dollars c'est la moitié d'un épisode de Game of Thrones, quoi. Donc à un moment donné, aujourd'hui c'est peanuts, mais à l'époque c'était énorme. Et du coup, ça a commencé comme ça, et il a réussi à trouver les fonds, dont une partie évidemment qui vient de Industrial Light and Magic, enfin de lui, quoi, de Lucasfilm plutôt, pardon, qui vient de Lucasfilm. Et après, il a réussi à tourner ça avec Ron Howard. Et puis notamment, ce qui est marrant, c'est que le financeur qui l'a financé, c'est Alan Lagier. Oui. Qui est en fait celui qui a été chez la MGM, à la direction de la MGM, et qui en fait, c'est pareil, parce que ce parcours du combattant, George Lucas l'a déjà vécu pour créer sa première trilogie Star Wars, et en fait c'est la même personne qui est tombée, qui a cru en lui et qui a tenu face aux autres producteurs à lui dire je crois en ce gars et on y va, quoi. Et là, rebelote. Et c'est lui qui a filé d'ailleurs la moitié du budget des 35 millions de dollars. Hein. Ouais, voilà, donc c'est ça. On le remercie. Donc, voilà. Merci pour l'argent. Alan. Voilà. Sachant que c'était couillu, hein, parce que la fantasy à l'époque, il y avait eu Legend en 85 qui n'avait pas très bien marché. Alors j'ai les chiffres. Ouais. 85 de Ridley Scott, donc c'est ça. Voilà, pourtant c'est un nom qui tient, quoi. Qui a coûté 25 millions et qui en a rapporté que 15 en Amérique du Nord, donc c'était un flop mais catastrophique, et ils sortent juste derrière. Enfin, il y avait Labyrinthe aussi en 86 avec David Bowie. Oui, exact. Qui est pareil, il n'avait pas dépassé l'attente. Alors il est déficitaire de 3 millions, je crois. Enfin, c'était pas le moment de faire de la fantasy. Il y a juste il y avait Conan le Barbare un peu quand même, hein, il y a ça, qui est sorti, de John Milius. Il y a ça, et Dark Crystal. Dark Crystal qui, alors, en 82, qui avait réussi à être dans ses frais, même à bien rapporter, parce que
Et il avait coûté 15 millions, d'ailleurs c'était tout le réal qui avait payé. Il y en a certains qui ont des vaches. Et qui avait réussi à lui rapporter, je crois, 40 millions, un truc comme ça. Mais donc, c'était vraiment pas un genre qui, à l'époque, qui avait la hype. C'était pas le genre bankable. Et c'était très couillu parce que c'est très très ambitieux. On en reparlera, mais il y a plein de choses qui sont mises en place dans ce film qui n'ont pas été faites avant, des nouvelles techniques. Donc, il a révolutionné de son côté, incroyable. Le cinéma et grâce justement. C'est George Lucas, encore une fois, c'est lui. C'est ça, c'est que George Lucas, c'est pas forcément un très bon réalisateur, mais c'est un visionnaire et il est vraiment bon pour. Voilà, il voit au-delà et il arrive à sortir à travailler sur des technologies, ainsi de suite, qui permettent de faire avancer le cinéma. Le numérique, c'est un peu lui, tout ça, quoi, tout ce qu'on a aujourd'hui. Star Wars, le fait de réussir à faire un si gros truc avec sa boîte ILM, enfin bon, on pourra en parler longtemps, mais George Lucas derrière, c'est pas du tout c'est pas du tout anodin, c'est ça que je voulais dire. Voilà, après on peut dire aussi que, du coup, tournage en Nouvelle-Zélande. Bah oui. Non, mais parce qu'on croit tout le temps que c'est le Seigneur des Anneaux qui a balancé cette mode. En fait, Willow l'avait fait juste 10 ans avant, quoi. Mais les Seigneurs des Anneaux. Alors moi, le problème, c'est que alors là, ça manque à ma culture, mais j'ai pas vu les adaptations des Seigneurs des Anneaux qui avaient été faites pas en dessin animé, mais ah oui, en téléfilm. Voilà. Ah oui, mais c'était sûrement pas. Mais Willow a complètement. Enfin, quand tu regardes Après le Seigneur des Anneaux aujourd'hui, Willow, ça a posé des bases de ouf. Enfin, il y a des images du film. Je suis désolé, mais le château de Bavmorda, donc la sorcière, la grande méchante du film, c'est clairement les portes du Mordor. D'ailleurs, Bavmorda, c'est Saruman et Sauron qui ont fait un enfant ensemble. Voilà. C'est oufissime. Puis le guerrier aussi épique que ça, qu'après on retrouvera dans les Seigneurs des Anneaux. Enfin, il n'y en avait pas eu comme ça à l'époque avant, en termes de fantasy, voilà, avec Val Kilmer. Voilà, magnifique. Oh là là, Ron Howard, moustache au vent. C'est ça, qui a toujours, c'est marrant parce qu'il a toujours un chapeau et en fait maintenant tu comprends pourquoi il a toujours un chapeau. De toute façon, il a des choses à 25 ans. Toute la calvitie. Sur le tournage de Willow, il a 34 ans, il a mon âge. Ouais, donc c'est un bonhomme qui ont déjà été bien attaqués. Ouais. Capillairement parlant. Mathias. Tout à fait. Tu compatis. Je compatis clairement. Et en fait, l'idée aussi qu'avait George Lucas du coup derrière, parce qu'il avait réussi à lancer une franchise avec Star Wars, c'était de lancer une nouvelle franchise avec Willow. Et voilà. Mais du coup, ça n'a pas si bien marché que ça. Donc, pas de franchise. Il y a quand même eu une franchise en livre. En livre. Derrière. Mais en fait, le problème. Malheureusement, en effet, Willow a été quand même un flop. Ouais. Donc, quand on appelle un flop aux États-Unis, c'est-à-dire il y a différents types de flops. Il y a le flop Waterworld qui coûte très très cher et qui rapporte que dalle. Donc, c'était, je crois, que c'était quasiment 200 millions de dollars à l'époque, c'était énormissime, je crois. Et du coup, il a rapporté en tout dans sa production à peine 85. Donc, autant dire que là, c'est un flop énorme. Et après, il y a des flops relatifs. Willow est un flop relatif parce que pour 35 millions de dollars, il en a rapporté quand même 23 millions. C'est juste qu'en fait, il n'est pas rentré dans ses frais. Ça. Et pour une petite boîte de prod comme Lucasfilm, ça rentre pas qui dans ses frais. Qui était Lucasfilm au début, la petite boîte de prod qui était Lucasfilm au début. Qu'il a toujours été finalement. Qu'il a toujours été jusqu'au rachat jusqu'au rachat par le chétan Disney pour 1 milliard de dollars. Mais bon, ça on en reparle, on en reparlera. Donc c'est vrai que c'est un film qui a fait un flop, mais quand même qui devait à la base être une saga, clairement. Alors il n'y a pas très longtemps, Lucas et Howard ont émis l'idée en effet de refaire vivre Willow sur Disney+. On en reparlera plus tard. C'est la conclusion. C'est la triste conclusion de cette histoire. Pas triste ou pas, on en reparle. Mais bon, c'était le petit teasing pour la fin de l'émission. Restez avec nous. Restez avec nous. Restez jusqu'à la fin. J'avais envie de parler un petit peu de tous ces acteurs autour du film, donc notamment commencer peut-être par le réalisateur. Tout à fait. Qui est l'acteur le plus important. Qui est l'acteur le plus important, et d'ailleurs c'est marrant de dire ça parce que évidemment Ron Howard à la base est acteur parce qu'il a joué dans une série qui va parler à tout le monde, voilà aussi, qui est Happy Days. Ça ne parle pas beaucoup. Voilà, c'est une série quand même avec Fonzie quoi, Fonzie qui est toujours cool, mais on est vraiment sur une série mythique des années 70 quand même, et Ron Howard à la base c'est ça. Ron Howard, quand même, après, il a commencé à réaliser des films. Et ce qu'il faut savoir, c'est que George Lucas et lui se connaissent déjà depuis un moment parce qu'il a joué dans un des premiers films de George Lucas, qui est American Graffiti.
Donc Ron Howard a joué dans American Graffiti. American Graffiti qui a rien à voir dans la filmographie de Lucas, c'est un ovni American Graffiti, parce que c'est des trucs on ne voit pas du tout les prémices de Star Wars, on voit pas du tout son attrait justement pour le fantastique. C'est un film d'ado quoi. Et du coup on retrouve Ron Howard à ce moment-là. Ensuite, quand le projet de Willow est repris à la fin des années 80, George Lucas reprend contact avec Ron Howard, bien évidemment, parce que il s'est dit, George Lucas, tiens, j'ai envie d'avoir avec Ron la même relation que j'ai avec Steven Spielberg, qui est quand même une relation assez fusionnelle qu'ils ont, George Lucas et Spielberg. Et du coup, il a voulu faire ça. Ron Howard est fort de quelques succès avant Willow. Il faut savoir que Ron Howard, il a réalisé quand même Cocoon. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Voilà, ce film est exceptionnel. Mais pareil, d'ailleurs, quand tu vois les bandes annonces de l'époque de Willow, à chaque fois ils disent par le réalisateur de Cocoon. C'est vraiment le c'est film qui avait marqué. C'est son film, on va dire, qui est le plus gros succès commercial à l'époque pour lui. Pour Ron Howard, c'était évidemment Cocoon. Évidemment, Ron Howard saute sur l'occasion déjà de travailler avec George Lucas, parce qu'il a toujours voulu travailler avec George Lucas. Ron Howard n'a pas du tout été en conflit plus que ça. Sur le film, sur la production du film. Il était en totale adéquation avec l'histoire qu'avait George Lucas, avec les producteurs, ça s'est plutôt bien passé. Et surtout, il a créé une agence matrimoniale géniale sur le tournage de Willow. Ça, on va en revenir tout de suite après avec nos deux autres intervenants là-bas. En fait, voilà, il va vraiment créer une ambiance géniale sur le film. Et pour parler de Ron Howard par rapport au film Willow, c'est lui qui a intégré énormément d'idées de mise en scène. Ce film, regardez-le vraiment, j'invite tous ceux qui vont nous regarder à aller voir ce film. Ou à le revoir. Il y a une idée de mise en scène par seconde. Ce film, il est génialissime. Que ce soit les plans larges, que ce soit les cuts, que ce soit les mouvements de caméra, que ce soit même l'utilisation de la lumière. On est vraiment sur un film, c'est une masterclass, on va dire, de réalisation. Ron Howard va perdre un petit peu ce feu sacré au fur et à mesure de sa carrière. Après, dans les années 90, ça va encore bien. On en reparlera peut-être plus tard de ce qu'il a fait après, ou j'en parle maintenant pour voir un petit peu le bonhomme. C'est-à-dire que le bonhomme, après, c'est quand même le mec qui réalise pareil Apollo 13, qui est à ce jour son succès, le plus gros succès d'ailleurs qu'il a eu au niveau commercial et également au niveau réalisateur, parce que quand même les Oscars sont passés par là. Un homme d'exception également. Bon, j'ai pas donné la photo évidemment, mais c'était l'Oscar du meilleur réalisateur quand même. Apollo 13, c'est un de ses plus grands films. Et après, le commerce hollywoodien est passé par là, et on a eu des films du genre Da Vinci Code, Angers Démon et toutes ces choses-là. Ouais. Mais Ron Howard a gardé toujours son âme d'enfant. En 2000, il réalise Le Grinch avec Jim Carrey, voilà, merci. Et ce film, c'est vraiment là, ça prouve que Ron Howard a gardé quand même son âme d'enfant. Ouais. Et qui gardera de toute façon toujours cette âme d'enfant, Ron Howard. Et c'est ça que je trouve génial dans sa filmographie, c'est que même après être passé dans la moulinette hollywoodienne, parce qu'il faut faire des gros films pour apporter du pognon, parce que Da Vinci Code, moi personnellement je trouve que c'est un film dégueulasse, mais c'est un peu le film qui a le plus rapporté de Ron Howard dans toute la carrière de Ron Howard, c'est-à-dire que c'est un des plus gros succès du cinéma américain. Pas forcément porté par son talent à lui, mais plutôt porté par le succès du livre en fait. Par le succès du livre et puis par le talent de Tom Hanks quand même qui sauve un petit peu le film quand même, parce que Audrey Tautou avait plutôt tendance à tirer vers le bas, mais heureusement que Tom était là. Ouais, c'est la French Touch aux États-Unis. C'est la French Touch aux États-Unis quoi. Donc voilà, après on peut dire ça. Alors on a Mathias qui a essayé d'enfumer Chèche, c'est gentil. Voilà, donc tout ça pour dire que Ron Howard sur ce film, c'était évidemment le bon choix, c'était évidemment ce qu'il fallait faire, et c'est évidemment quelque chose qui doit vous inciter vraiment à aller regarder ce film. Et même si vous avez vu avant Cocoon, ça peut être bien aussi, parce que vous allez retrouver énormément d'éléments similaires entre la réal qu'il a dans Willow et la réal qu'il a dans Cocoon, notamment le rapport justement entre ce qui est petit et ce qui est grand, parce que c'est génial de voir comment il cadre les moments où Willow parle avec Mad Martigan. Ces moments-là sont extraordinaires parce qu'il essaie toujours de les mettre sur un pied d'égalité. C'est quelque chose que reprendra Peter Jackson évidemment après dans Le Seigneur des Anneaux, avec quelques effets en plus que la technique lui a permis au début des années 2000, mais il pose les bases. Et Ron Howard, c'est pas un réalisateur qui est vraiment connu, on va dire de base. On connaît plus ses films que lui, quoi. C'est pas comme Spielberg, on dit c'est un film de Spielberg. Là, on dit non. C'est un peu comme Zemeckis, tout ça. Voilà, c'est ça. C'est réalisateurs qui sont un peu derrière c'est Ron Howard.
Et pour finir sa carrière, je finirai là-dessus, après on passera aux autres, pour finir sa carrière avec le lamentable solo Star Wars Story, qui est une horreur sans nom. Enfin, moi personnellement, je trouve ce film inadmissible dans l'univers de Star Wars. On va pas relancer le débat. Non, s'il te plaît, on va pas relancer le débat. Donc voilà, donc Ron Howard, et puis parce que c'est George Lucas a fait appel à lui, évidemment, bromance à fond de ce magnifique Ron Howard quand même, et qui a, au-delà de ses films, donné au monde sa fille, que normalement on connaît, que tout le monde connaît, qui s'appelle Bryce Dallas Howard, qui est une jeune femme extraordinairement rousse, qu'on retrouve dans Jurassic World, dans la saga Twilight. Qu'on retrouve en blonde dans Spider-Man. Et qu'on retrouve en blonde également dans Spider-Man, qui joue Gwen Stacy dans les Spider-Man de Raimi, exactement. Voilà. Donc merci, Monsieur Howard, pour la poitrine de votre fille. Mais pour son talent aussi, pour son talent. Pardon, oui, je voulais dire son talent. qui d'ailleurs n'est pas étrangère à Lucasfilm, puisqu'elle réalise maintenant des épisodes de Mandalorian. De Mandalorian, exactement. Voilà. La suite. Est-ce que Chach, tu peux nous parler de Val Kilmer? Oui, je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Alors, pas forcément beaucoup de choses, justement, parce que je me suis dit, alors on va me demander de parler de Val Kilmer. Donc, soit je vais sur Wikipédia et je regarde tout ce qu'il a fait, mais c'est pas terrible. Et je vais pas faire une sorte de chronique people parce que voilà, je suis pas forcément fan du concept. Donc, je vais faire comme Willow, je vais plutôt raconter quels sont mes souvenirs de cinéma avec Val Kilmer. Oui, c'est du direct, hein, c'est pour ça. Voilà. Les techniques passent devant la caméra. Je reviens. Mais ça va bien se passer. Tout va bien. Il n'y a pas de souci. Non, vous en faites pas, tout va bien. Continue, Chèche, nous sommes pendus à tes lèvres. Alors, voilà. Suspendus, plutôt. Donc, déjà, je me suis rendu compte qu'il a fait plein de films, mais moi, je me suis arrêtée en 2006. En fait, j'ai absolument pas vu les films dans lesquels il a joué après 2006. Donc, du coup, je vais parler que de ceux que j'ai vus. D'accord. Voilà. Donc, t'as pas vu Twixt, toutes ces choses-là, pas du tout. Et en Lynch, fait, non. Et j'ai vu qu'il avait fait plein de films que j'ai évidemment. pas vus, en fait. Voilà. Donc, donc le premier que j'ai vu, c'est Top Gun en 86. Et le film oh là 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 là. avec voilà, où il fait un peu le rival de Tom Cruise là-dedans, il s'appelle Iceman. Et puis c'était un peu les gars imbuvables, voilà quoi, qui se la jouent dans Top Gun. Voilà, je me souviens même pas vraiment trop quoi, mais à part que c'est des gars qui font des concours d'avion quoi. En gros, c'est des gars voilà. qui jouent avec un joystick. Hein, voilà, c'est ça. Donc après, bien sûr, il y a Willow. Et dans Willow, il joue Mad Martigan. Donc il a des très longs et beaux cheveux. Et en fait, voilà, on se demandait, est-ce que ce sont des vrais ? Et a priori, non. C'est la grosse déception. Parce que vraiment, c'est... Oui. Alors, ouais. C'était la grosse... Alors, j'ai cherché... Vraiment, j'ai vraiment cherché de partout pour savoir si c'était une perruque ou pas, son machin. Bah si, c'est une perruque. Et voilà. C'est une perruque. Malheureusement, c'est une perruque. Parce donc... que Val Kilmer, à la base, est blond. Hein. Est-ce que t'es déçu, Chèche, du coup? Mais je suis méga déçue parce que j'aimais bien ces cheveux longs. Et donc voilà, pour le coup, là, pour le petit clin d'œil, c'est qu'effectivement, il a été en couple avec l'actrice qui joue Sorcha. Ils ont eu 2 enfants. Ouais, un couple un peu long, du coup. Et donc voilà, dans le film Willow, donc il est Mad Martigan, il est intrépide, mais au départ il est sans foi ni loi, on va dire, il veut pas s'impliquer dans une cause, mais finalement il va finir par accepter de s'occuper du bébé. Et puis il va tomber amoureux de Sorcha aussi dans le film. Qui ne tombe pas amoureux de Sorcha? Mais évidemment. Voilà. Après, j'ai vu un autre film il y a longtemps, mais qui m'a beaucoup marqué, dans lequel il a joué. C'est un film qui s'appelle Cœur de tonnerre, où je suis peut-être incapable de prononcer le nom du réalisateur, donc je m'excuse d'avance. Michael Apted, un truc comme ça. Apted. Voilà. Michael Apted. Voilà. Oh yeah. Yes. Et ce film m'avait vraiment marqué, où il fait un peu le flic qui débarque. Un peu le jeune con qui a aucune considération pour les autres. Et en fait, il va être appelé pour mener une enquête sur le territoire indien, avec les Amérindiens. Et juste parce qu'il a du sang indien lui-même, et c'est pour qu'il aille communiquer avec eux. Et en fait, à travers cette enquête, il va se rendre compte que il y a que des pourris du côté des hommes blancs,
et qu'il va enfin revenir un petit peu aussi, il va accepter ses origines indiennes. Donc voilà, je sais pas, ce film m'avait bien marqué, j'avais bien aimé. Après, il y a un film que j'ai relevé, mais juste parce que je me souviens de l'affiche où il joue Jim Morrison, donc dans The Doors, d'Oliver Stone, et je me souviens juste de l'affiche. Voilà, c'est tout. Voilà, la tête de Val Kilmer, dans la même pose que Jim Morrison. Non, c'est-à-dire c'est la tête de Jim Morrison qui ressemble à Val Kilmer. Voilà. C'est Jim Morrison qui ressemble vaguement à Val Kilmer. Quoi. Non, mais ce film en plus c'est dingue. Voilà. Après, j'ai vu Batman Forever. Et je me souviens juste. C'est bon. Je me souviens juste que c'était nul. T'as pas pris de crise d'épilepsie en regardant ça parce que franchement, et voilà. Donc, Batman bon, enfin, que j'ai pas aimé. Que Val Kilmer a Voilà. été Batman quand même. il faut pas assez ligné quoi. C'était Batman. Personne ne se rappelle par exemple que George Clooney a été Batman. Si, moi je me rappelle, mais j'aimerais bien oublier. Voilà. Mais là, du coup, Val Kilmer, c'est le moins pire quand même de ceux de Schumacher quand même. Ouais. Donc, Tu avec Val Kilmer. Ouais, enfin, il y en a fait deux, tu vois, mais, voilà, mais c'est le moins pire des deux. C'est le moins pire des deux. On est d'accord. Après, avec lui, j'ai vu un autre film qui m'avait marqué aussi, qui m'avait fait très peur. C'est une histoire de chasseur de lions qui s'appelle L'ombre et la proie de Stephen Hopkins. Et Stephen Hopkins. Hopkins. Tout à fait. Pas Stephen King. Ouais. King. Et ouais, il m'avait fait peur ce film. Mais oui. Voilà. Moi aussi. Je me rappelle. Ouais. Ah, je me rappelle, mais oui, c'est une histoire de lion qui mangeait des hommes. Et deux lions. En fait, c'est tiré d'une histoire vraie sur un chantier en Afrique, des lions qui mangeaient des gens. Et ça faisait peur. Mais il est classé en film d'horreur, en fait, ce film. Oui, mais si, c'est impressionnant. Je me rappelle, en fait, du truc vraiment... la première fois que j'ai vu ce film, c'est vrai que ça m'avait fait penser un petit peu à ça, un gros film d'horreur... un petit peu cheap quand même à la base, oui. mais... Je pense que ça piquerait un peu de le revoir peut-être aussi. Hein. Ouais, un petit peu, ouais. Après, j'ai vu Alexandre d'Oliver Stone encore, où il joue le père violent et pas sympa d'Alexandre. Et il a un petit souci à l'œil. Et il a une légère blessure à l'œil. Une légère blessure à l'œil dans le film. C'est un peu trop gratté. Ouais. Après, ce film, j'en ai aucun souvenir et pourtant je l'ai bien aimé. C'est ça qui est fou. Je me souviens juste de l'ambiance de ce film qui était dingue un peu. Kiss Kiss Bang Bang. Ah oui. Où il joue un détective homosexuel. Exactement. Non mais ce moment est génial. Ouais. Ce film avec Robert Downey Jr. Avec Robert Downey Jr. et c'est un film de Shane Black. Et ce film est vraiment génial. Pareil, ça je le conseille à tout le monde, à tous ceux qui auront bien la gentillesse de nous regarder et l'honneur de nous regarder, qu'en fait il faut vraiment voir ce film aussi, Kiss Kiss Bang Bang. Et quand vous avez vu Willow et que vous regardez Kiss Kiss Bang Bang, et ben le jeu de Val Kilmer est toujours le même, alors qu'il y a énormément de temps qui sépare les deux films, hein. Il y a 30 ans qui séparent les deux films quasiment, et il a toujours cette manière de jouer, et ses personnages c'est toujours quasiment les mêmes. On est tout à fait d'accord. Donc c'est vraiment un bon film. Et je crois que le dernier film que j'ai... Enfin, le dernier film... Ouais, je pense que j'ai vu avec lui. Enfin, le dernier, le plus récent. Déjà vu, quoi. C'est Déjà Vu. J'ai déjà de vu. Tony Scott. Où c'est une histoire de retour dans le passé. Voilà. Mais voilà, et du coup, je me suis dit, mais j'en ai pas vu tant que ça avec Val Kilmer. Il a un petit peu disparu. Parce que Val Kilmer a un peu disparu et il a été malade, évidemment, il a eu le cancer, et bon, il s'en est sorti. Val Kilmer, c'est quelqu'un qui a eu énormément de problèmes, hein, évidemment, de santé, puis évidemment tout le reste, comme tous les acteurs américains. Voilà, il y a eu des soucis de drogue, de tout ça. Et après, justement, Kiss Kiss Bang Bang, il a quand même un petit peu disparu. T'as pas vu Hit avec lui ? Eh ben, je pense que je l'ai vu, mais c'est pareil, j'en ai un très lointain souvenir. Parce que pareil, il a un rôle il est très mutique dans ce film. Il parle très peu. C'est avec Al Pacino. Avec Al Pacino, Robert De Niro. Et en fait, il a un rôle très mutique, mais juste avec le charisme. Ce bonhomme, en fait, tu sens qu'il a un charisme de dingue, quoi. Et en effet, c'est même moi qui suis totalement hétéro, il n'y a pas de problème. C'est vraiment quelqu'un que je trouve beau, quoi. C'est un acteur qui est beau. Il fait partie des belles gueules du cinéma américain. Il a un sourire un peu carnassier, quand même. Bien sûr. Je sais pas. Et c'est quelqu'un, en fait, qui a complètement disparu des écrans et qui n'a pas été assez, je trouve, qui n'a pas été assez utilisé, ou en tout cas qui n'a pas fait forcément les bons choix. Parce que c'est quand même un acteur qui, on lui propose de faire un film comme Le Saint, je sais
pas si vous avez Mais vu. c'est ce que j'allais dire, c'est lui qui a fait le sein. Oui. Ouais. Voilà. Donc on lui propose de faire ce film-là, et c'est-à-dire qu'en même temps que le sein sortait, il y a un petit film qu'il n'y a pas grand monde, que je pense, qui a vu, en tout cas qui était en préparation à l'époque, voilà, qui était en préparation à l'époque et qui s'appelait Mission Impossible. Ouais, mais ça fait, c'est Et clairement. c'est-à-dire C'était la bagarre qui a été qu'à perdue. un moment donné, le gars, il préfère faire le sein que Mission Impossible. C'est-à-dire que le mec, il est passé à côté de la chance de sa vie, de sa carrière. Après, Tom Cruise était même prêt à produire le film et à pas jouer dedans. Parce qu'il connaissait Val Kilmer, en effet, depuis Top Gun. Et ben là, Val Kilmer, non, j'aime bien, je veux faire le sein, je préférais la série et tout, je préférais la série Le 5 que la série Mission Impossible. On a vu où ça a mené. Le pif. Et un autre film que personne a vu, je pense, c'est le dernier de David Lynch qui s'appelait Twixt. Donc c'est pas de doigts coupe fin. Si, j'en parle après. Voilà, et là en effet Val Kilmer joue dedans, et c'est ça qui est génial, comme il était à l'époque, c'est-à-dire il était obèse, il avait énormément de problèmes, et il se rappelait très peu de son texte, en même temps avec Lynch le texte, on s'en fout un peu. Et du coup ça m'avait vraiment fait plaisir de le revoir dans ce film. Bon, le film est complètement barré, en même temps c'est du Lynch quoi, mais ça m'avait fait plaisir de revoir Val Kilmer dans ce film. Donc Val Kilmer en effet gros client dans ce film, et ce film est génial, et c'est un de ceux qui tient je parle de Willow maintenant, je reviens sur Willow, c'est vraiment un de celui qui tient le film, et il a les moments comiques les plus drôles, c'est lui qui les a. Bah oui, clairement. Encore des choses à dire là-dessus? Bah non, pas spécialement. Oui, dans Willow, ce qui est rigolo, c'est qu'il l'appelle tout le temps Willow Peck, on peut le dire. Ouais. C'est vrai. Ouais, non, il a tous les qui veut dire moments minus, comiques en fait, c'est ça. Parce qu'en fait dans Willow, Willow est très enfin, il est relou quand même des fois. Il est sérieux, il est trop sérieux, alors que lui il est là pour un petit peu apporter du comique et du bon. La légèreté. Allez, la c'est légèreté, bon. C'est ça. Voilà, avec ce côté Han Solo un petit peu. Et voilà. Ok. Est-ce qu'on parle maintenant de la plus belle actrice du film Selon Mathias, du monde entier selon Mathias. Est-ce que du coup, Adrien, tu peux nous parler de... Ah non, je suis marié moi, je peux pas en parler de Joanne Whaley. Joanne Whaley. Alors, que dire? Joanne Whaley est la personne que vous voyez dans le film très souvent qui interprète Sorcha, la fille de la grande méchante sorcière Bav Morda, qui débute le film en tant que bras droit et personne de confiance de Bav Morda, et qui du coup va gagner des guerres pour elle et faire toutes les basses besognes. C'est même elle d'ailleurs qui, au début du film, je crois qu'elle fait accoucher, enfin l'assiste en tout cas, parce qu'on la voit sortir de l'accouchement de la mère de la jeune du bébé, qui doit... Elora Danan. Voilà, Elora Danan, qui doit, selon la prophétie, mettre fin au règne de Bav Morda. Donc elle est là dès le début, avec un rôle très fort, en disant que voilà, elle est soumise à sa mère, et qu'elle va œuvrer pour le mal, voilà, tout simplement. Pour parler rapidement de Joanne Whaley en tant qu'actrice, donc c'est une jeune femme, une jeune fille même, qui a commencé le théâtre très très tôt, que ses parents ont poussé au théâtre. Elle a commencé par la télé, avec un premier rôle récurrent dans une série à l'âge de 10 ans, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, elle a poursuivi, alors j'ai les noms, mais j'ai pas forcément vu ces séries, mais elle a joué ensuite dans les séries Emmerdale Farm, et dans A Kind of Loving. Comme vous pouvez voir sur cette émission, nous avons 1977 et 1982. Un très bon accent anglais. Donc elle commence par la télévision, ensuite elle s'oriente vers la musique, puisque en 1983, elle rentre dans un groupe de musique qui s'appelle Cindy and the Saffron. Donc le saffron, c'est le safran. Et elle enregistre plusieurs morceaux pour lesquels elle a voix lead. Et t'es allé dans les tréfonds internet. Je suis allé dans les tréfonds internet, je vous ai trouvé ça. On va pouvoir en diffuser un extrait où elle est la chanteuse leader du groupe. Générique. Magnéto Serge. Alors apparemment il y a un problème de son, donc c'est pas grave, on va continuer. Donc elle joue, déjà l'image était pas mal. Elle chante dans ce groupe donc de Cindy and Saffron en 1983, donc elle est assez jeune.
Et c'est aussi, alors pour ceux qui, comme moi, ont grandi dans les années 90 et qui ont grandi avec le punk des années 90, et donc notamment le groupe Blink 182, Et la base. elle est la voix que vous entendez au début alors d'un album qui s'est plutôt sorti dans les années 2000-2010, je sais plus vraiment, mais de la musique qui s'appelle Stockholm Syndrome. Vous avez au début un long monologue qui est une lettre qu'écrivaient les parents de Tom Holland, il me semble, c'est le chanteur du groupe Blink 182, et donc c'est elle qui lit la lettre au début, et donc c'est sa voix, voilà, elle était rappelée par Blink 182. On me fait signe à la régie qu'on peut lancer la musique. On y va. On peut le tenter, on va le tenter. Allez. On va le tenter. Et ben j'enchaîne. He said he never wanted to be out of my sight, but it's too late to give Des compétences vocales certaines. Les commenter, Qui sont, qui sont peut-être à l'époque intéressantes, mais voilà, c'était un essai, quoi. Voilà, il a fallu essayer. Ouais, je kiffe. Ouais, moi aussi, hein. Donc, la tierce, ça, elle est magnifique. voilà. La quinte juste, purée. Juste pour vous expliquer la blague, on n'a pas le retour. Voilà, C'est pas ce que vous entendez, mais Vous entendez sûrement quelque chose de vraiment génial. Pour nous, c'est un peu... Et ben vous nous direz dans les commentaires. voilà, ça y est, on a le retour. Tu kiffes, Chèche? 13 années 90. C'est très Madonna dans sa jeunesse, quoi. On va pouvoir couper. Non, on laisse un peu... Ouais, non, viens, on continue. Non, on va se faire l'émission, couper, là. Thibaut, tu peux... Des compétences vocales certaines. Voilà, c'est un essai. Ça n'a pas forcément fonctionné puisque c'est un groupe qui ne verra pas beaucoup d'années de réussite devant lui. Par contre, ça lui permet de faire ses débuts dans le cinéma en 1982, donc à peu près au même moment où elle est dans la musique. Ah, dans un petit elle film. a commencé la musique avant. Ouais, Ça stallonne en fait, ça qui est intéressant. Et c'est super intéressant parce qu'elle joue, et ça j'ai découvert pareil en fouillant, en grattant dans le très fond des internets, elle joue dans un petit film très peu connu qui s'appelle The Wall, des Pink Floyd, bien sûr. Et elle joue dans The Wall. Elle joue dans The Wall. Et alors, elle joue pas n'importe qui, puisqu'elle joue, et là j'ai pas pu trouver les extraits puisque sinon strike. Elle joue une groupie qui rentre après un concert du personnage principal et elle se dévêtit et donc elle finit torse-poil. Non. Mais si. Il faut que je vous invite cordialement à regarder, à chercher sur les internets, sur YouTube ça se trouve très facilement. Le titre de la musique c'est Young Lost. Oh, yeah. Et donc elle est assez peu méconnaissable parce qu'elle est très jeune, mais donc c'est la personne avec un jean rose et un top jean. Assez peu méconnaissable, c'est-à-dire, parce que là c'est un peu... C'est-à-dire que tu la reconnais très peu. Tu la reconnais très peu, c'est physiquement... On la reconnaît pas peu. Voilà, pas peu. Ok, on la reconnaît pas peu. Mais voilà, c'est incroyable quand après on découvre que c'est la même actrice sur laquelle tu as eu un gros crush amoureux. Voilà. Bon, ensuite, c'est pas top. Parce qu'elle va jouer dans des films plus ou moins oubliables, hein, donc Dance with a Stranger, avec Rupert Everett notamment, et Ian Holmes dans 1985, The Good Father, et pas The Godfather, avec Anthony Hopkins, mais c'est vraiment Willow qui va faire le film de sa carrière qui va être le plus connu. Depuis, elle a joué alors dans plusieurs autres choses, mais deux films que je note, il y a Scandale en 1989 et Twixt en 2011. Twix réalisé par Francis Ford Coppola. Oui, pardon. Et pas David Lynch. Voilà, disclaimer. Disclaimer. Donc Francis Ford Coppola. C'est Coppola, oui, bien sûr. Elle a un Excusez-nous. tout petit rôle, pas énorme, puisque, et fait intéressant, parce qu'en effet, sur le tournage de Willow, elle rencontre Val Kilmer et ils se marient derrière. Ils vivent 6 ans ensemble, ils ont 2 enfants, Mercedes et... BMW. James, je crois que c'est James, un truc comme ça. Sûrement Prune et Mandarine, un truc comme ça. Prune et Mandarine qui meurent.
Alors, ce qui est intéressant dans Twix 2011, donc c'est donc du coup Val Kilmer revient un petit peu, en effet, comme disait Adrien, on voit qu'il a pris du poids, on sent qu'il sort de plusieurs cures de désintoxication. Il aime bien sa Coppola. Hein. Ouais. Et du coup, John Whaley va jouer le rôle de sa femme. Ouais. Voilà, dans le film. Alors, on la voit très brièvement où ils interagissent par Skype, déjà à l'époque, pré-confinement, 2011, du futur. Et c'est assez fort parce que à un moment, donc dans le film Twixt, Val Kilmer joue un écrivain qui écrit beaucoup sur le naturel. Et donc il se dispute avec sa femme et il lui dit à un moment, tu sais pourquoi on me demande toujours pourquoi est-ce que j'écris aussi bien sur les sorcières? Et c'est parce que j'en ai épousé une. Voilà, bref. On sent qu'il y a un petit peu de vécu là-dedans. Il y a du passif. Entre ouais, les deux, ça pique un peu. Voilà. Bon. Ça, c'était pour la carrière de Joanne Whaley. Maintenant, aujourd'hui, elle fait pas grand-chose. Elle est beaucoup retournée à la télé. Vous pouvez la voir notamment dans une petite série qui s'appelle Daredevil. Voilà, ah oui, c'est vrai. Oui, qu'elle joue dans Daredevil. Oui. Tout à fait. Elle n'est plus rousse. Elle n'est pas blonde. Elle est brune. Elle joue dans la saison 3, c'est ça, hein, ouais. La saison 3 et la méchante, il me semble. Mais enfin, je crois que je me suis arrêté à la 2 parce qu'entre-temps, il y a eu les Defenders et voilà, j'ai dit stop. Oui, Defenders, il y aurait quelque chose qui n'aurait pas dû exister, on est d'accord. Ouais, on est bien d'accord. Mais d'accord, ok. Oui, donc autant pour moi pour Twist. Donc Sorcha, rôle de sa vie. Sorcha, comment ne pas tomber amoureux de Sorcha? Sorcha qui commence du coup méchante, pour laquelle on a une version très forte. Est-ce qu'on peut revoir l'image de Sorcha? Est-ce qu'on peut revoir l'image de Sorcha, s'il vous plaît? Il y a un moment qui commence dans un rôle de méchante, de subalterne, de Bave Morda, et qui va jusqu'à donc tuer des innocents. Et lorsque Val Kilmer la rencontre pour la première fois, il y a tout de suite un petit crush. Il dit, oh là mon Dieu, mais en fait derrière cette armure de cuir et ces flèches et cette épée très pointue, se cache une femme à la chevelure de feu dont il réagit, oh, qu'est-ce que vous êtes belle. Et vous êtes belle. Vous êtes belle. Ouais, bon, là, il est sous l'effet d'un sortilège. Non. Eh ben oui. Parce que quand il est dans la taverne. J'ai regardé le film. Ouais, c'est vrai. Dès la taverne. Ouais, parce qu'on peut croire que c'est la poudre des cœurs brisés, mais non. Mais que vous êtes belle. Et la voix, elle enlève son casque et lui dit, oh, vous êtes belle. Et il est déguisé en femme. Et il arrive pas. Et voilà, du coup, c'est un peu gênant pour lui. Femme. C'est pas une femme. Et donc Sorcha le démasque et réalise que ce n'est en effet pas une femme. C'est pas une femme. 3 fois, très important, 3 fois. Ensuite, le personnage de Matt Martigan va tomber amoureux d'elle à cause d'un sortilège, puisqu'il se prend un coup de poussière des cœurs brisés, donc de la poussière des fées qui fait tomber amoureux de quiconque on croise. Pas totalement, puisque avant il parle quand même à Willow et il n'a pas un crush avec Willow. Hein. C'est quand même, il a eu de la chance, hein, parce que sinon ça n'aurait été pas le même film. D'ailleurs, c'est marrant, la poudre des cœurs brisés, elle sert à rien dans le film. Elle sert juste à cette scène. À ça. Ouais. À faire le lien. On la présente avant avec Raoul qui se prend un coup de poudre et qui tombe amoureux d'un chat. Simplement, et après, paf, c'est un et ensuite, donc Matt Martigan se prend un coup de poudre des cœurs brisés. Bon, il parle à Willow, mais apparemment ça fait pas effet. Peut-être parce que c'est pas la même race. Et ensuite, il va pour rentrer dans la tente de Sorcha pour récupérer le bébé. Et là, il tombe sur Sorcha. Il tombe raide fois amoureux. La poudre ne fait plus effet. L'emprise est déjà là. Il est amoureux de Sorcha. Sorcha est amoureuse de lui. C'est fantastique. Ils sont dans 2 camps que tout oppose. Et à un moment, au milieu d'une bataille à Minas Tirith. À Minas Tirith. Mais c'est comme quoi, c'est ça qui est marrant. C'est trop d'influence là. Ils se retrouvent, ils s'embrassent et ils finissent le combat ensemble contre Bave Morda. Ils s'unissent et finissent même le film ensemble, puisque c'est eux qui récupèrent souvent avec un formulaire d'adoption. En tout cas, on a l'impression, avec un formulaire d'adoption en bonne et due forme. Évidemment tamponné, tout ce qu'il y a de plus officiel. Voilà. Ils élèvent tous les deux Elora Danan, donc le bébé de la prophétie. On sent magnifique. Quand même l'influence Seigneur des Anneaux, on sent l'influence Roméo et Juliette entre les 2 amoureux qui sont pas dans le même camp. Ouais. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça se fait vraiment très bien. Et tout, parce que je la regarde à nouveau, ça se fait vraiment tout en douceur. C'est-à-dire que elle est méchante et c'est au bout seulement d'1 heure de film qu'il y a un basculement. Donc on a vraiment le temps de la détester et de la sentir vraiment méchante. J'ai pas toujours trouvé, mais en le revoyant justement, je me dis, mais
purée, mais elle change là d'un coup. Enfin, je trouve que ça va très très vite dans la bataille, tu sais. Ah, moi je trouve pas justement. Ah bah tiens, ah bah finalement, il a sauté sur un dragon, c'est génial. Non, parce qu'à partir du moment où lui il a la poudre des cœurs brisés et qu'il lui dit je t'aime, tu sens que ça commence à semer le doute. C'est la première fois que quelqu'un l'aime dans sa vie peut-être. C'est ça, c'est ça en fait. Mon ciel étoilé, à un moment donné. C'est ça qui choque, c'est que je pense que Sorcha, sans faire la psycho du comptoir, mais était un peu éduqué dans un contexte familial un petit peu. Déjà quand ta mère s'appelle Jordan, déjà tu t'en chies. Un petit peu à la dure. Un peu le à la dure, tu te Et Val Kilmer, je pense, va être le premier, enfin Van Martingen va être le premier à lui dire je t'aime. Et donc elle a dit mais tu m'aimes, mais je ne connais pas ce mot. Et voilà, ensuite elle la bascule et c'est incroyable. Comme un fou, comme un soldat ou comme une star de cinéma. Un peu comme tout ça à la fois, j'ai envie de te dire. Et c'est magnifique, ça marche très 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 bien. Une épéiste de feu, une femme noire qui passe de femme noire à femme fatale, à mère. Enfin, c'est... Non mais on a compris que c'est fou. Et d'ailleurs, la peinture rousse à ta femme, c'est ça. Et je reviens, mais il y a un problème avec les rousses dans ma vie. Et moi aussi, en fait, on a le même problème. Je pense, vraiment. Ça et Poison Ivy de Batman. D'accord. On en parlera. On parle de Batman ou de Gotham, parce que celle de Gotham, elle est pas dégueu. Moi, Batman. Ouais, Batman. Poison Ivy, Matt Thurman, bref, on en parlera une autre fois. Juste, et je vais finir là-dessus. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'au début, on commence le film avec Willow, donc on s'identifie au personnage de Willow, qui part pour sa quête, etc. Et ensuite, très vite, il y a une bascule, et c'est Mad Martigan qui prend en effet la place. C'est lui, le guerrier, c'est lui, le rigolo, c'est lui qui va prendre des risques. Moi, je suis pas d'accord. Attention, le débat commence. Et du coup, il y a une identification à Mad Martigan. Et donc, du coup, Mad Martigan tombe amoureux de Sorcha. Comment ne pas tomber amoureux d'elle? C'était obligé. La psychologie de comptoir. Et c'est extrêmement bien fichu. Voilà. Chèche, du coup, ton avis là-dessus, du coup. Parce que moi, je m'identifie assez aux petites Onelwyn. Ouais, Onelwyn, quoi. Ouais. Donc Onelwyn, c'est les nains. Peut-être parce que je suis pas très grande. D'accord. Ouais, c'est ça. Moi, je reste bien dans les. Bien accroché. Bien accroché. Mais je comprends. La belle rousse et tout ça. Mais voilà, bon. Ah bah il y a le beau brun pour vous les ouais, franchement, il y a le beau brun, oui, aussi. Mais quand même, moi je reste accrochée au petit bonhomme qui part loin de chez lui, qui retrouve à la fin sa famille, qui est devenu quand même un grand sorcier. Tout ça. Enfin, un petit sorcier, mais avec de grands pouvoirs. Un grand petit sorcier. Mais Mad Martigan devient roi. Père de princesse. Je sais pas s'il devient. Ouais. Non, il devient seigneur à la place de baron. Ouais, j'imagine. Tu deviens père de princesse. Je sais pas. Elora Danan est une princesse. Il devient Faudrait père lire de les princesse. romans pour. Il devient roi du coup. Enfin, pareil, là il y a un step up, tu vois. Je sais pas. Ouais, non, parce que le papa de Superman par adoption, c'est pas Superman papa, tu vois. C'est vrai. Ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours comme ça. Ça marche pas toujours comme ça. Mais oui, donc c'est vrai que toute cette galerie de personnages sert le film vraiment de manière et dont celui qui pour moi vraiment est celui qui porte le film quand même sous ses petites épaules, et c'est justement Warwick Davis. Warwick Davis. Et vous le connaissez tous. Est-ce que vous avez déjà vu Warwick Davis dans d'autres films que Willow? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non. Ça me dit rien. Est-ce que tu as vu Harry Potter? Je crois. Ça me dit est-ce que tu as vu Star Wars? C'est avec des vaisseaux. Est-ce que tu as vu Le Seigneur des Anneaux? Bah ouais. Bah c'est bien, il est pas dedans. C'était le piège. J'allais dire alors c'est qui. Ok. Donc ouais, Val Kilmer, en fait, il commence sa carrière où? Il commence sa carrière sur Val Kilmer. Warwick Davis, merci. Heureusement que t'es là. Non, Warwick Davis commence sa carrière où? Il commence sa carrière quand il a 13 ans, je crois, à peu près, sur Star Wars épisode 6, dans le rôle d'un Ewok. Et du coup, voilà, on le voit là, dans son rôle d'Ewok. Donc il est tout petit. Et en fait, il fait l'Ewok qui rencontre Leia, donc le mastoc des Ewoks qu'on voit le plus. Voilà. Et ouais, c'est ça. Comment il s'appelle déjà, cet Ewok? Wicket Warwick. Wicket W. Warwick, il s'appelle. Donc ouais, c'est une référence à Warwick Davis, forcément. Et en fait, du coup, George Lucas, il trouve ce jeune petit acteur super chouette. Et il se dit, j'aimerais bien, pourquoi pas, écrire un film pour lui. Donc il avait déjà sûrement dans les cartons un petit peu, mais voilà, c'est ça aussi. George Lucas, il aime bien les gens un peu différents et ainsi de suite. Donc il aime bien écrire des histoires à partir de ça. Et du coup, il lui propose le rôle de Willow quand il a seulement 18 ans.
Et bref, donc quand il a 18 ans, alors là, voilà. Là, c'est là où le moment La il a photo. réussi à pécho Donc, Leia très purée. Ah mon dieu. Parce que là, Leia en bikini. C'est le plus beau jour de toute ma vie. Il y a des photos. Ouais. Donc voilà, Wicket. Enfin, on voit Wicket. Le fameux Wicket, ouais. C'est lui. Le plus cute de tous les Ewoks. C'est ça. Et enfin, non, je croyais qu'il avait joué là-dedans, mais pas du tout finalement. Mais non, est-ce que Et j'ai cru, la j'ai question, cherché. c'est, est-ce au qu'il a départ, joué non. dans Ewok, dans les Bah, Ewoks, je suis le pas film sûr, et du coup, je veux crois pas. pas, moi, Alors, hein. n'hésitez pas à chercher sur internet, voilà, dans les tréfonds. Je crois pas. Je croyais, mais en fait, il y a 2 films dérivés de Star Wars épisode 6 qui s'appellent les Ewoks, et du coup, il était dans. Enfin, j'ai cru qu'il était dedans, mais j'ai pas pu aller plus loin. Un peu juste niveau timing. Voilà. Donc après, Willow, voilà en 1988, donc il a 18 ans. Enfin, il sort en 88, il doit être produit en 87. Il est produit en 87. Mais voilà, et du coup, il porte effectivement ce film sur ses épaules, et je trouve qu'il le porte plutôt très bien. Ouais. Je sais pas, toi, t'es folle de son sourire, je crois. Ouais, je trouve c'est dingue, il a toujours un grand sourire comme ça. Ouais. Il a quelque chose, cet acteur. Et puis il se reconnaît tout de suite. Il est chouette, il est vraiment chouette. Ouais. Et puis du coup, il continue sa carrière et on le retrouve dans Le Prochain en 1993. Et je crois qu'il y a une petite vidéo. Ouais. Voilà, avec Jennifer Aniston, toute jeune, avant d'être Rachel Green, qui est du coup le Prochain. Voilà, donc on voit pas beaucoup d'images, je crois qu'il y a une image quand même, une photo. Voilà, le Prochain. Warwick Davis dans le rôle du Leprechaun. Voilà. Gollum avant l'heure. Gollum avant l'heure, je sais pas. Et du coup, en fait, le Prochain, que j'ai toujours pas vu, mais en fait, et du coup, il continue. Il continue Le Prochain pendant 6 films. Donc jusque dans les années 2000, ça continue quoi, cette série, ce film que j'ai. Ouais, faudrait que je le mate un de ces jours. On se le mettra ensemble. Alors le premier, uniquement ensuite justement avec Aniston, il a ce côté kitsch des films un petit peu, des films d'épouvante un petit peu. Ouais, mais qu'on aime de bien. Ces années-là, mais qu'on aime bien. C'est ça. C'est sûrement un peu kitschoun, mais c'est du sous Gremlins mixé. Enfin, mais c'est pas dégueu. C'est pas dégueu à voir. On le retrouve après dans Willow, dans Harry Potter. Vous connaissez Willow? Vous connaissez Willow? Vous avez déjà vu Willow? Happy Potter. Non, Harry Potter. Harry Potter où il joue le professeur Flitwick. Qui fait chanter les enfants. Non, c'est pas là. Non, là, il était trop. Ok. Et le professeur Flitwick qui change de design au bout du troisième film. Exactement, et d'ailleurs. C'est vrai. Et on le retrouve, voilà. Et en fait, c'est un acteur. Enfin, c'est marrant parce que c'est un acteur qui est souvent grimé. On le reconnaît pas au prime abord, quoi. On reconnaît un peu, ouais. Si on sait pas que c'est lui, clairement, on le saura pas, quoi. Il y a quelques films où il est pas grimé. Il y en a très peu, et il y en a un que j'ai noté, c'est Ray. Je sais pas si vous avez vu Ray sur Ray Charles. C'est marrant de dire, juste dire Ray, je trouve que ça fait bizarre, donc je dis Ray. Oui, parce que Ray, oui, c'est sûr qu'en France, ça a d'autres connotations. Mais c'est le film avec Jamie Foxx. C'est ça, ouais. Que ça m'avait fait marrer d'ailleurs quand il était sorti, Ray, il était sorti au ciné, et l'acteur est mort, enfin Ray Charles est mort pendant la sortie du film en fait. Et il te balance au journal de 20h, oui donc Ray Charles avait eu le temps de voir le film avant sa sortie. Il a bien aimé. C'était vraiment important. Il a eu le temps de voir le film. C'est ça. Voilà. Ça m'avait bien fait rire. C'est comme François Feldman qui le jour du Téléthon il dit tout le monde debout. C'est le grand moment de solitude. Et on retrouve du coup Warwick Davis dans aussi Le Monde de Narnia, donc il revient un petit peu au fantastique dans le rôle du nain Nicabric. Voilà. Et surtout Willow, c'est une grand moment d'amour avec Lucasfilm et George Lucas, et on le retrouve évidemment dans les Star Wars, donc dans Star Wars épisode 6, et surtout dans un peu tous les Star Wars qui sortent après. Quasiment, oui. Me fait même pas quasi, je crois tous. Et il y a même des fois où il est pas grimé, même des fois dans les Star Wars, c'est-à-dire que George Lucas l'a utilisé à peu près sous toutes les formes possibles, ce Warwick Davis, au niveau de la voix, au niveau de la motion capture pour certains une petite vidéo qui sort là. Et puis évidemment. Voilà, donc Wicket 1983. Voilà, là on l'aperçoit juste ici, dans l'épisode 1, c'est lui à gauche, et c'est lui là. Et c'est lui à gauche aussi. Là, ça y est, on le reconnaît. Et là, attention, on va le voir. Attention, vous êtes prêts? C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas elle. C'est pas elle du tout. Attention, vous êtes prêts? C'est lui. Et là, c'est lui. Là, il est là.
Et il est aussi là. Ici. Voilà. Donc Star Wars Rogue One en 2016, ça. Et le plus beau film de Star Wars du monde, je crois. Attention, vous êtes prêts? Il était là, juste là, c'était lui. Et là, dans il est pas il grimé. retrouve qui dans Solo? Il retrouve Ron Howard, qui est le réalisateur du coup. Voilà, et en fait, j'avais complètement oublié cette scène. À quel point j'ai aimé ce film, j'ai complètement oublié cette scène où en fait, il joue, Wicket avec son fils. À nouveau, donc dans le film qui est sorti en 2020, je crois, ou 2019. Ouais. Donc c'est assez chouette de voir ce côté, la boucle est bouclée, quoi. Ah oui, la boucle est bouclée, c'est dire à quel point ce film, c'est vraiment une baignoire de merde. Enfin, je suis désolé, excuse-moi, c'est une baignoire de caca, quoi. Ouais, mais on parlera de Star Wars d'un autre genre, voilà. mais on en a déjà beaucoup parlé. Mais... C'est ce qu'on disait des fois, c'est ce que je pensais, mais c'est qu'il a tellement été utilisé, grimé, etc., que pour moi c'était vraiment un pré-Andy Serkis. Un pré-Andy Serkis, ouais. Vraiment, peu, on le revient aussi dans des années, on sait que c'est relou, mais un pré-Andy Serkis avant l'heure, sauf que lui, il était vraiment grimé physiquement avec des effets pratiques. Et pas avec les technologies numériques qu'on a maintenant. Et il a fait des trucs incroyables. Et donc, un très grand monsieur. Ah, c'est ça, en fait. Et c'est une belle conclusion. Très grand monsieur. Très grand monsieur. Très petit par la taille, mais grand par l'esprit. Grand par le talent aussi. et grand par le talent. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous expliquiez que du coup, Joanne Whaley et Val Kilmer, le couple de fous sur Willow, quoi, un truc de taré. Seulement, faut savoir aussi que Warwick Davis a rencontré sa femme sur le tournage de Willow, avec qui il a eu 2 enfants et avec qui il est encore aujourd'hui. Lui, il a réussi à garder. Lui, il a réussi à garder. Lui, il a réussi à la garder. Et alors, du coup, c'est pas la femme, enfin, sa femme dans le film, c'est pas elle qui deviendra sa femme pour de vrai. Mais quand même, je trouve ça chouette. Enfin, je trouve que, du coup, Willow, il y a ce petit côté, en fait, tout le monde tombe amoureux, comme nous, on peut aimer le film. Mais voilà, je trouve que ça ramène un petit peu au charme de ce film-là, quoi, en plus, de savoir tout ça. Donc voilà pour Warwick Davis. Et j'ai une petite photo que j'avais envie de vous montrer là. Donc à votre avis, qui est-ce? Si c'est la fille de Warwick Davis. Alors non, c'est pas la fille de Warwick Davis. Qui est donc cette... c'est Luna Lovegood sous acide. C'est une belle jeune femme. C'est Elora Danan. Ah, c'est ouais. Elora Danan. Bien joué. 500 points. Alors, 500 points pour Gryffondor. 500 points pour... Et du coup, Elora Danan... Et bah, en fait, voilà. Elora Danan, en fait, c'est Laura Hopkirk. Et Laura Hopkirk, c'est qui? C'est un des 4 bébés qui jouait Elora Danan pendant le tournage. En fait, il y a eu du coup 2 bébés qui sont des jumelles, du coup, qui sont Kate et Ruth, j'imagine, et Greenfield, qui jouaient du coup quand ils étaient en Angleterre. Voilà. Il y a eu Rebecca Bierman, donc, qui était la fille de l'assistant réel, enfin du second assistant réel du film qui jouait, du coup, qui l'a joué pendant qu'ils étaient, j'imagine, aux États-Unis. Et puis Laura Hopkirk, qu'on peut revoir, et qui jouait en Nouvelle-Zélande. Et qui, alors c'est marrant, Warwick Davis est retourné en Nouvelle-Zélande pour le tournage du Monde de Narnia. Et il va dans un supermarché, et qui c'est qu'il croise? Eh ben Laura Hopkirk. Voilà. C'est trop drôle. Et du coup, qui était une vendeuse qui était en train de lui parler et tout, puis d'un coup elle lui dit son nom, et en fait, voilà, Laura Hopkirk. Elle était vendeuse? Oui. Dans un centre commercial, c'est possible de trouver. C'est possible de trouver. Oui, ça se tient. Tout ça est très cohérent. Ça se tient, t'as vu, c'est l'histoire. Je trouve ça marrant, c'était un peu les anecdotes d'Hollywood, machin, voilà, tout ça. Est-ce qu'on parle un petit peu des créatures? Mais tellement. Des créatures de ce film. Mais tellement. J'aimerais du coup vous passer une petite vidéo avant de parler des créatures, parce que voilà, c'est Popa. C'est qui Popa? C'est Popa. C'est un code pour la règle. Tu as peur, Popa? Non. Et même pas des filles des bois qui peuvent t'endormir pendant 100 ans. C'est trop mignon, c'est des bébés. Je m'en fiche. Et les brownies, les dragons, et les trolls qui t'égorgent vif et qui t'arrachent la figure, ça te fait rien? Rhiannon, tu sais bien que je déteste les trolls.
Je peux te monter la garde et porter ta lance. Moi aussi, papa. Quelle chance d'avoir des enfants comme vous. J'aurais bien aimé pouvoir vous emmener, mes petits poussins. Voilà. On a tous des gueules. On revient au direct. C'est clair. Mais ils sont trop chouettes. Et toujours à dire Popa. Moi, ça me fait Vous trop- avez vu aussi la qualité quand Popa. même de la lumière, la qualité des Ouais, plans, ouais, la c'est qualité, franchement super beau. C'est vraiment Ouais. extraordinairement bien filmé, quoi. Et du coup, en fait, c'est marrant de voir toutes ces créatures parce que, enfin, de voir cette image parce que cette séquence nous présente en fait toutes les créatures qu'on va voir plus tard dans le film. C'est ça qui est génial. On voit on parle des brownies, on parle des daikini, on parle des trolls, on parle des dragons, voilà. Ouais. Et du coup, ça nous préfigure un peu tout ce qu'il va y avoir dans ce Tout film. le bestiaire du film, ouais, en fait, ouais. il est donné dans cette C'est ça. scène-là. Et ouais, je trouve ça chouette. Du coup, c'était pas mal pour commencer. Et voilà, et du coup, on peut parler, Mathias, si tu veux parler un petit peu de tout ça. Non, mais c'est vrai que Et je crois qu'on peut voir à l'image aussi des on va des lancer petites les créatures. images, Mais parce que voilà. c'est un bestiaire. Alors, il n'y en a pas 15 000, hein, mais c'est vrai que c'est assez fou. Entre ce qu'on appelle les chiens gliés, mais alors, en anglais, c'est les death dogs, donc les chiens de la mort. Les chiens de la mort, ouais. Voilà, qui ont été dressés par Bav Morda et ses sous-fifres. Alors, Sous-fifres. en fait, c'était tout simplement des Doberman. Qui étaient cachés sous des poils ajoutés et avec une gueule donc tout en plastique voilà, de l'époque. Et j'ai lu que je crois qu'il était même demandé d'éviter d'avoir trop de monde sur le plateau quand les Doberman étaient là parce qu'ils étaient assez agressifs assez quand même. taquins. Donc ce qui rajoute un petit peu au folklore, un petit peu de ces bestioles qui sont vraiment mais horribles, vraiment qui ont terrorisé les plus Qui d'enfants. font peur vraiment tout le monde. Avec cette Les queues de rat. et Queue c'est- de rat, elle est dégueulasse, quoi. et ce Regarde ça. visage mais horrible. Les brownies, donc les espèces de petits lutins mais rikiki qui sont même plus petits que les Nelwyn, donc les Nelwyn, la race de Willow, et qui sont sous les ordres donc des fées. Donc qui vivent dans les bois. Donc là, on va voir la grande fée et aussi les petites fées. Les petites fées. Les petites fées qui entourent. Voilà, Ça, qui c'est sont, trop. Enfin, ça, je trouve bien ça- habillées. Je trouve ça Cette trop image est exceptionnelle. féerique, quoi. Voilà, Et c'est là, trop on a féerique Charline de Drea, fou. donc qui est la fée principale, quoi. Et puis Comme il y la dame du lac a en Cameroun. aussi des méchants du coup. les trolls, Les ça c'est de la trolls saloperie. qui sont ça. horribles. C'est Et dégueulasse. en fait, Cette scène, elle est terrible. Ouais, Ah ouais. c'est un peu de l'exorciste. Hein. C'est vraiment ignoble. C'est vraiment. Et puis Ah voilà, ouais, qui ça, s'en c'est- sortent. Alors le petit dragon. spoil, on en parlera plus tard. On en parle pas là. On en parle après. Ah, bah, on j'en va parle parler un peu plus des autres et vous inquiétez pas, on va se le mater. Oui, donc on va le regarder après. Mais bon, voilà, donc il y en a pas 15, mais ils sont tout de suite identifiés, présentés par les enfants. Donc on a Ouais. Nelwyn, donc le peuple de Willow, donc les semi-hommes, les hobbits. Hein, voilà. Hein. Oui, voilà, clairement. Les daikini qui sont le cocktail local. Non, c'est ceux qui ont taille humaine en fait. Les brownies qui sont du coup les tout petits, les trolls qui sont ignobles, les fées. Ouais, mais les trolls, en fait, c'est marrant. Enfin, je trouve ça fou. En fait, c'est juste, on dirait des singes, un peu. Mais oui, en plus. Mais en fait, ils font trop peur. Mais Moi, ils me terrifiaient. Il y a un cri qui est horrible. Ils font un cri horrible. Peut-être. Et ils ont le je sais pas, visage en fait, c'est lacéré, hein. C'est peut-être voilà, le côté humanoïde et C'est ça. le fait qu'ils soient tellement humains et en même temps, bah, ils sont tellement repoussants, ils font tellement peur. Moi, c'est toujours ce qui. Je sais pas, ça me repoussait quand je les voyais. Quoi. Ah, mais moi, c'était Quand ils vraiment marchent dans la clairement le crotte, truc. là, au début, Ah ils ouais. t'annoncent le truc, ils marchent dans la crotte. Des trolls. Trolls. Et là, tu fais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, tu sais pas quoi. ce qui se passe. Et, le Et on fait les voit très très peu. qui monte partout. Ouais, puis Ouais, a un et en qui plus, monte c'est à un ça. moment donné, Et à un ouais. moment, il y a une image qu'on a vue là où on le voit, il marche sur le pont à l'envers. Sur le pont à l'envers, puis sur le mur. sur le mur. surtout. Ouais, Parce sur que le le mur, pont encore, tu peux t'accrocher, mais sur le mur, tu peux pas finalement. Et ouais, moi ça me faisait bien flipper. Puis surtout quand ils se font transformer un peu. Là, ça devient bien dégueu. Là, ça devient horrible parce qu'ils se font transformer en une chose mais ignoble. Est-ce qu'on peut peut-être regarder qui est le dragon bicéphale. On peut regarder ça, je crois. Alors, le dragon bicéphale. Et on a du son avec.
voilà, Matt Mardigan qui à ce moment-là est tout seul à se battre contre l'armée de Bavmorda puisqu'il est retourné à Minas Tirith, à Tilasrine, et qui pensait trouver des ressources et une armée là-bas, et en fait il réalise que le château est complètement désaffecté, que Bavmorda a déjà passé là et a transformé toutes les personnes en pierre, il se trouve à se battre contre tout le monde. De son côté, Willow transforme un troll en dragon bicéphale. Alors dragon parce qu'il crache du feu, mais c'est vrai que ça en plus ça casse tous les codes qu'on pouvait avoir à l'époque. Le dragon. Pour moi, en fait, c'est même pas un dragon. En fait. Alors pour moi, c'est le dragon qui crache du feu. Ouais. Alors par contre, on est d'accord que le design en scrotum, c'est ça, oufissime, c'est ça. Parce que c'est en scrotum. Alors c'est peut-être les effets spéciaux qui ont un peu le plus mal vieilli, le dragon, je trouve. On voit un peu le côté, on voit que c'est filmé à côté et tout. Je sais pas si Chach, t'as eu cette impression un petit peu en le voyant, tu dis ça vieillit un peu, mais ça garde son charme. Ça garde son charme, et c'est ça qui est chouette. Après, il est bien moche, quoi. Enfin, Après, c'est fait pour, mais c'est vrai que c'est pas les effets spéciaux les mieux réussis du film, quoi. Ouais, voilà. Parce qu'il restait plus vraiment dessous. On verra après pourquoi pour les effets spéciaux. Ouais. Mais oui, c'est vrai que ce moment-là est dingue dans le film. Ce moment-là, il est dingue. Et puis je veux revenir un peu sur du coup les brownies. Moi, les brownies, je croyais que c'était un gâteau, tu vois, qu'on mangeait à 4 heures. C'est le gâteau qui m'a donné score de rêve. Et, voilà, bonjour. Brownies. Brownie style. Mais je sais pas d'où vient ce nom. Je sais pas si certains ont cherché, non, pas forcément. Non, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé pourquoi les brownies. Honnêtement, j'ai pas trouvé. Ouais. Et j'ai cru qu'il y avait un lien avec les Borrowers. George Lucas, il aime aussi trouver des noms, tout ça. Et alors il y a sûrement, connaissant George Lucas, il y a une influence quelque part, mais ouais. Il doit y avoir un truc qui se passait à la table régie, à mon avis. Et puis si on parle un peu des Nelwyns, donc les nains. Je pense que c'est assez incroyable de parler de ça, si on peut voir une photo. Enfin, déjà, les nains, c'est fou le nombre de nains qu'ils ont pu balancer sur le tournage. Enfin, voilà, sans mauvais jeu de mots, balancer. On faisait pas de lancer de nains. On n'est pas dans le Woodwall Street, là. Mais... C'est vrai que contrairement au Seigneur des Anneaux, où maintenant c'est des vraies personnes qui jouent des semi-hommes, c'est ça qui est trop fou. C'est que là, contrairement à Gimli, c'est des vrais. Voilà, Gimli, en fait, c'est un acteur qui fait 2 mètres de haut, Gimli, et qu'on réduit, et voilà. Et là, George Lucas, il lit des nains, il imagine vraiment des personnes atteintes de nanisme. Il n'imagine pas des humains qui. Voilà. Et du coup, je trouve ça chouette. Et d'ailleurs, comment il s'appelle Peter Jackson, quand il a designé Gimli comme ça, c'était vraiment à dessein aussi. C'était dans l'idée de dire non, mais c'est pas les nains, c'est une race à part. Parce que les nains qu'on connaît aujourd'hui, c'est simplement des humains en fait, qui sont malades. Et du coup, lui, il se disait mais non, c'est pas ça en fait des nains. C'est des créatures qui ne sont pas des humains. C'est pour ça qu'il a décidé de partir sur un design comme ça. Mais George Lucas, il lit ça et il se dit bah non, c'est des vrais nains. Et il balance ça. Et c'est chouette en fait de voir un peu des personnes naines. Qui sont sur le devant de la scène, qu'on reverra beaucoup plus tard dans Game of Thrones, mais avant c'était pas trop le cas, quoi. Et il y a quand même le monde de Narnia qui lui a fait un petit peu entre les deux. Si on peut revoir la photo de Nick Abric là. Et il fait un peu entre les deux, c'est que du coup c'est un nain, donc c'est Warwick Davis qui le joue, donc c'est une personne atteinte de nanisme, mais qui a un design proche du Seigneur des Anneaux finalement. Donc je trouve ça marrant, c'est encore une fois la boucle est bouclée, quoi. De toute façon, Narnia à la base c'est le Seigneur des Anneaux pour les enfants, quoi. On peut dire ça, c'est plutôt raconter la Bible. Oui, aussi, sinon, c'est autre chose. C'est ça l'idée de C.S. Lewis à la base, c'est pas. Mais il était ami avec Tolkien. Un très beau bestiaire, très beau bestiaire. Et encore une fois, les fées, tout ça qu'on voit pas dans le Seigneur des Anneaux, bon, c'est un peu les elfes, mais là, des petites fées comme ça, on peut les recroiser dans Hook et ainsi de suite, mais c'est tout. C'est tout. Et là, je trouve ça trop chouette de voir ça. Moi, ça me fait penser aussi au Magicien d'Oz, en fait. Ouais. Plusieurs choses sur les fées. Tout à l'heure, je me disais, il y a un autre truc. Les singes volants. Non, je pensais pas ça, non, mais oui, les nains aussi. Il y a plein de petites personnes qui jouent les Munchkins ou je sais plus quoi. Les Brownies. Et du coup, il y a les sorcières. Ça fait tout à fait ça, les apparitions des sorcières. Comme dans Willow. D'accord.
mais en version que moi j'ai pas très vieux. Oui, en version très vieux, Voilà. bien sûr, ça, Ouais. c'est logique, mais... Mhm. Mais on sent de toute façon les influences aussi cinématographiques complètement, de toute façon dans ce film. Ouais. Et c'est pas innocent, quoi. Est-ce qu'on parlerait de la musique Ah oui. un petit peu? Oh là là. Parlons de la musique. Alors, Musique, la bande quoi. son de Willow est folle. La bande son de Willow est folle. Elle est réalisée composée par James Horner. James Horner, je sais pas si vous connaissez un petit peu. C'est juste le compositeur au hasard du Nom de la Rose, de Braveheart, de Titanic, de Avatar, je pense qu'on peut en rajouter plein d'autres. Hein. James Il y a Horner. 3 c'est pas sa meilleure, mais Ah non. il y en a. Ouais, bon. Stalingrad aussi. Ouais, bien sûr. Donc ouais, c'est un peu le compositeur attitré de Mel Gibson, le compositeur attitré de Jean-Jacques Hano, de James Cameron, et voilà. Et du coup, et il a un thème qui revient régulièrement et qu'on peut entendre là. Alors c'est marrant, on m'a présenté Stalingrad une fois en cours, et donc je regarde Stalingrad et je dis je parie que le compositeur c'est le même que celui de Willow. Et je regarde et effectivement c'était le même. Il a un thème qui s'appelle le thème du danger qu'on va pas passer ici, mais voilà, et qui en fait revient tout le temps. Et en fait ça fait partie de ces compositeurs qui ont, enfin qu'on accuse de plagiat, un petit peu comme, de s'auto-plagier en fait souvent, un petit peu comme Hans Zimmer avec certains de ses thèmes qui se ressemblent vraiment beaucoup. On reparlera de Gladiator et de Pirates des Caraïbes notamment. Mais voilà. Et le thème de Willow, alors il est inspiré d'autres choses aussi, très très inspiré. Je vois Mathias sourire à côté de moi. Mais voilà, est-ce qu'on peut écouter 2 secondes le thème de Willow ? Donc en fait, très inspiré de ça, c'est bizarre quand on l'entend. On peut entendre aussi la musique de Elora, la deuxième, qui arrive tout de suite. Elle accourt. La maladie d'amour. C'est ça. Comme dirait le grand... Ah, mais après, c'est vrai qu'on l'accuse de s'auto-plagier, mais en fait, c'est juste qu'il a mis en place des gimmicks qui fonctionnent très bien et qui sont reconnaissables, en fait. Mais sûrement, ouais. Et non, mais après, il s'auto-plagie surtout sur... c'est vrai que tu écoutes Braveheart et que tu écoutes Titanic. Mais on retrouve des choses similaires. Mais après, ça de dire qu'un compositeur s'autoplagie, non, c'est un compositeur qui fait de ce qu'il fait lui. Tu prends John Williams, excuse-moi, il y a John Williams, ok, il y a des musiques qui sont identifiables pour les thèmes principaux. Mais pour les thèmes, on va dire, de liaison, ce qu'on appelle les termes de liaison en composition le problème, filmique, c'est quand le thème principal devient un autoplagiat. Et là, voilà. c'est gênant. Mais les termes de liaison... Oui, bien sûr, les thèmes de liaison, on retrouve des fois quasiment les mêmes. Entre plusieurs films où John Williams a fait la BO. Donc c'est pareil pour James Horner. On me fait signe que la musique de Elora est prête et que la musique 3 est prête aussi. Écoutez la musique tout de suite derrière. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose ? Voilà. C'est comment te le dire ? C'est un petit peu troublant quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr. Ça te choque ? Oui. Je suis choquée. Non, je suis I'm pas forcément choquée, mais... Non, mais c'est étonnant. En fait, tu peux avoir de l'inspiration. Là, c'est vrai que c'est un peu pas de l'inspiration seulement. Non, mais à côté, c'est bien, tu vois, parce que du coup, mais tu vois, ça puise dans le classique, ça puise dans de la musique trad de Bugard. Et c'est peut-être ce qui nous fait... Tu vois, c'est ça aussi qui est touchant. Bah oui, mais c'est peut-être aussi ce qui nous fait... Vibrer. Bah vibrer et on reconnaît des choses qu'on connaît finalement. Bien sûr. Bien sûr. Complètement.
Yes, c'était un petit peu le coup. Et du coup, après, j'aimerais parler un peu des effets spéciaux, notamment le morphing. Je crois qu'il y a une séquence aussi qui arrive où on peut parler de cette séquence assez folle où, en fait, il y a une... C'est Finn Raziel, c'est ça ? Finn Raziel, ouais. Finn Raziel qui va passer par différents états dans le film. Entre chèvre, corbeau, je sais pas quoi d'autre. Qui est donc du coup une sorcière opposée Ouais. à Bavmorda, Ouais. qui a été bannie par Bavmorda. Une et magicienne, je crois. Ils disent. magicienne, Ouais, non, ouais, mais c'est- ils c'est opposent les important. deux en fait. Ils opposent vraiment, ouais, Je c'est pense magicienne que et sorcière, et qui a été transformée par Bavmorda par un maléfice en espèce de topossum, une sorte de petite loutre. Ouais. un opossum. Un opossum, Tout simplement, pas une loutre. Et qui du coup pendant le film va se voir changer parce que Willow essaie de lui redonner sa forme originale. Oui, parce Et, qu'il faut savoir au et- début du film, Willow a réussi à avoir la baguette de Finn Raziel. C'est un peu le point de départ de l'aventure aussi, par rapport à la baguette de Finn c'est Raziel. pas la baguette de Fitzrazel. C'est la baguette. Non. C'est la baguette que De Charline Drea. De Charline Drea, pardon, Eh oui, ouais. mais qui à la base, en effet, oui, Mais Finn qui- Raziel s'est manié. Qui mais doit c'est- être rapporté à Qui doit Finn être- Raziel. à Finn Raziel, voilà, Et c'est oui, ça. t'as mal fait Finn Razielé t'as mal fait ton travail. Oui, Mais bah il a c'est pas pas que j'ai regardé mal le fait mon film. travail, C'est très très mal. c'est que je l'ai pas vu depuis un moment, mais donc tu vois, j'ai encore Ouais, quelques non, mais souvenirs c'est quand très même. très bien. Très, Et très du bien. coup, après, elle est en chèvre. Et après, elle enchaîne, Ouais. c'est ça. Oui, Et non, ça me fait oui, marrer non. parce qu'en plus, en fonction de l'animal, vraiment, il garde quand elle parle, il garde la voix quoi. Willow, Ou alors quand elle est en protège-toi. Mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est pour ça qu'il y a vraiment des côtés pour enfants aussi dans ce film. Côté pour enfants, bon après on se regarde cette séquence de morphing, mais il y a une séquence qui me fait toujours halluciner et tu te demandes un peu qu'est-ce qu'elle fout dans ce film. C'est la séquence de luge suivie de la séquence de boule de neige. Ah oui. Ah oui. Ah c'est Qui est ouf. complètement cartoonesque. C'est génial. quoi. Ouais. Et qui a rien à foutre là-dedans. Bah, Et en fait, c'est dedans. Et c'est trop bien. Enfin, ouais, tu vois Val Kilmer qui arrive dans une énorme boule de neige. Tu te dis, non, mais sérieux, quoi. Et c'est ce côté. Je trouve que c'est un côté qu'on perd, notamment peut-être avec l'arrivée des années 2000, le côté post-11 septembre, tout ça. Mais on a plus trop ça. Ouais, un petit peu dans Pirates des Caraïbes, on retrouve ça de temps en temps. Le côté un peu comique, tout ça, dans le 2. Que c'est en Mais- version bien plus grosse production. Ah oui, Bien ouais, plus c'est sûr. gros, là, Ouais, qui- parce que faut savoir que Lucasfilm à l'époque, et ça a toujours été un peu ça, c'est que c'est complètement indépendant. C'est pas le système hollywoodien. Ouais, bien sûr. C'est un studio indépendant. Donc voilà, avec leurs petits moyens, ils ont fait ça. Mais voilà, c'est des trucs qu'on retrouvait un peu dans les années 90, dans les années 80, mais plus trop après, parce qu'on se prend peut-être un peu trop au sérieux. Mais voilà, si on peut voir cette séquence de morphing. Éléments d'éternité, des planètes et des abysses. Équilibre de l'essence, des flammes noires s'éclaircissent. L'octoire d'Analora, Luata Danu, Tuata Tuata, Nox Danu. L'octoire d'Analora, Luata Danu, Tuata Tuata. L'octoire d'Analora, l'octoire d'Analora, Luata Danu, Tuata Tuata, Nox Danu. L'octoire d'Analora, Luata Danu, Tuata Tuata, Nox Danu. L'octoire d'Analora, Luata Danu, Tuata Tuata, Nox Le Ouais. passage du tigre à la femme. Du tigre à la femme. Mais du tigre à la femme, Ah, c'est incroyable. fou. Mais en fait, Aujourd'hui, c'est encore dingue. Ouais. C'est encore dingue. Ouais. Dans le reste, ça Et en pique fait, un peu, tu tu vois. la première séquence de morphing au cinéma. Mm. Alors, ils utilisaient d'autres méthodes avant. On peut le voir dans le Loup-garou de Londres, tout ça, où du coup, ils se transforment en loup-garou et tout. Mais c'était toujours un peu coupé, tout ça. Enfin, on cachait la misère un petit peu pour pas voir. Ça, ouais. Alors que là, c'est un plan presque. Alors, il est un peu entrecoupé de temps en temps, mais c'est presque un plan séquence en fait, où on voit tout ça qui se transforme. Et aujourd'hui, en 2021, ça ne nous fait plus 2021, rien. Mais, ça nous fait plus rien, mais à en l'époque- fait, à l'époque, c'était Alors, incroyable justement- et ça a lancé une mode. C'est ça. Ça a lancé une mode, c'est-à-dire ça a lancé une mode de tout le monde voulait cette technique dans son film ou dans son clip. Ou dans son clip, parce que Parce que Michael Jackson, l'a dans, utilisé, Black, ouais. dans Black or White, a utilisé cette technique du morphing à grande échelle. À la fin, là, quand la fin de la musique Black or White, là, où il y a justement tout le monde qui chante sur fond blanc, là, et que ça passe
comment on appelle ça, d'un figurant à l'autre, il y a des noirs, des blancs, des asiatiques, etc. Donc le moment est génial et tout. Le morphing, ils l'ont utilisé après dans Terminator 2, c'est parce que c'est toujours la même boîte de prod, hein, c'est Industrial Light and Magic qui fait les effets spéciaux de Terminator 2. Donc ils l'utilisent aussi à ce moment-là pour les effets du T-1000, tout ça, donc c'est utilisé. Le programme informatique qui a créé le morphing pour Willow a été créé spécifiquement pour Willow en 3 mois. Au début du tournage, parce qu'ils ne savaient pas vraiment encore comment ils allaient faire cette séquence qui était écrite, qui était storyboardée, mais ils ne savaient pas encore comment ils allaient le faire. Donc ils ont créé le programme informatique à ce moment-là, ça a englouti un budget considérable, une partie considérable des 35 millions. C'est pour ça d'ailleurs que le dragon apparaît un peu dégueu, parce qu'à un moment donné, tu peux pas faire énormément de choses dans un film, parce que c'est énormément d'heures de travail, de rendu, parce qu'à l'époque, faut pas oublier que les ordinateurs, c'est pas ce qu'on avait aujourd'hui. C'est ça ce que j'allais dire, c'est qu'à l'époque, les ordinateurs, c'est un truc que tu allumes, qui prend du temps, tu fais point par point. Et ben c'est surtout pour calculer le rendu. Dans le making-of de Star Wars, alors là, on est un peu plus tard, on est 10 ans plus tard, mais dans le making-of de Star Wars épisode 4, ils disent, on a dû utiliser des ordinateurs. À l'époque, personne n'avait d'ordinateur. On les fabriquait. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que avant l'arrivée d'Industrial Light and Magic dans le paysage américain, dans le paysage hollywoodien. Donc Industrial Light and Magic, pour ceux qui ne savent pas, c'est la société de George Lucas, donc ILM, donc c'est Lucasfilm qui a été créé pour Star Wars. Qui a été créé pour Star Wars. Et donc en fait, avant l'arrivée d'ILM, les effets spéciaux aux États-Unis, c'était toujours sur la même base qui était inventée par le père des effets spéciaux du cinéma qui s'appelle Ray Harryhausen. Que tous les effets de créatures, les effets de changement d'échelle, toutes ces choses-là, c'était lui qui avait créé ça. On retrouve ces créations dans Jason et les Argonautes, par exemple, dans tous des films comme ça des années 50. On voit par exemple les squelettes en stop motion. Le stop motion, c'est un peu lui aussi qui a créé un peu le principe. Et avant, tous les effets spéciaux étaient faits comme ça. On parlait de Conan le Barbare, qui est un petit peu antérieur à Willow, qui a été un gros succès. Les effets spéciaux, c'est que ça. C'est de l'animatronique et du stop motion. Et c'est un peu à la Ray Harryhausen. D'ailleurs, c'était John Milius a été plus ou moins un élève tardif de cette personne. Et après, il y a ILM qui arrive, qui font un gros coup de pied dans la fourmilière et qui, pour la première fois, va intégrer les ordinateurs, les calculs d'ordinateurs et l'infographie dans la réalisation des films. C'est les premiers à avoir fait ça. Et Willow, historiquement, c'est le premier film, le vrai premier film à intégrer un programme complet infographique pour le morphing là-dessus. Donc Willow, c'est un film précurseur. Après, ils se sont fait piquer d'ailleurs le brevet pour autre chose. Il y en a d'autres qui ont fait mieux en fait. Voilà. Oui, il y en a d'autres qui ont fait mieux, mais la base, c'est la base. Mais c'était ça, ouais. Et c'est un gros travail de photo aussi dessus, de photographie, donc c'est-à-dire de mise en lumière, parce que si le directeur photo est à la ramasse quand on fait des effets spéciaux comme ça se voit tout de suite. Yes. Et là, le directeur de photo, c'est Adrian Biddle. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films où il y a justement des effets spéciaux, un petit peu dans ce genre-là. Il a fait V pour Vendetta, voilà, il a fait Judge Dredd. Bon, mais il y a 2-3 effets spéciaux sympas dans Judge Dredd. Donc voilà, donc toutes ces choses-là. Le Règne du Feu aussi, Adrian Biddle. Oh, putain, super. Super film quand même. Ouais. Et effets spéciaux d'ILM. 100% ILM. De toute façon, ILM, faisait un peu tout à ce moment-là. Jusqu'à ce que Weta avant que Weta arrive. Voilà. Ouais. Donc, alors, on avance un peu. Oui, oui, pardon. On avance un peu. Parce qu'il parle beaucoup, le monsieur. Il parle beaucoup, le monsieur, mais il dit des choses intéressantes en même temps. Merci. Et ça, c'est bien. Ok. Récompense du film. Qu'est-ce qu'il a eu comme récompense ? J'ai séché parce que je crois que ça n'a pas été ouf là. Chèche, il a eu quoi comme récompense, tu sais ? Est-ce que tu penses qu'il a eu des récompenses ? Il en a eu, mais pas sur les grandes cérémonies de l'époque. Peut-être sur la musique Non, je sais pas. Alors moi je pense qu'il a eu... J'ai pas trop regardé. Non mais toi tu lis mes notes. Il triche. Alors moi je pense... Ce que je sais c'est qu'il a eu 2 nominations aux Oscars. Ça c'est sûr qu'il a eu 2 nominations aux Oscars. Mais il est reparti sans. Et il est reparti sans. Il a eu des nominations. Alors je sais plus pourquoi c'était les nominations. À votre avis pourquoi du coup ? J'ai envie de dire meilleur second rôle. Meilleur second rôle pour qui ? Pour Joan Whalen. Alors moi je suis quasiment sûr qu'il a été nommé aux effets visuels, ça c'est sûr. Ouais. Mais en 88, je sais plus qui c'est qui a gagné les effets visuels en 88. Qui est passé devant ça en 88 ? C'est pas lui qui les a eu, mais effectivement il a été nommé pour ça. Oui, j'ai pas pensé. Je vais regarder, tiens, parce que ça m'intéresse. T'es pas en mode avion toi ? T'es pas en mode avion toi ? Oui, mais non, je suis en mode ne pas déranger, monsieur. Donc c'est. C'est à côté d'un câble XLR. Je me mets là. Regarde, voilà. Oscar 88. Ouais, donc meilleurs effets visuels, nomination aux Oscars, et deuxième
nominations aux Oscars. Il a eu 2 nominations aux Oscars. John Whaley. Ça existe les costumes? Non, je sais pas. Ça existe les costumes. Ouais, je sais pas. Mais c'est pas pour ça qu'il a été. Non, mais il l'a eu pour un acteur au moins. Non, même pas. Non. Oh là là. Même pas pour une Pour actrice. la musique alors. Ni pour la musique. Qui s'était rendu compte que c'était un peu pompé ailleurs la musique. Ils ont peut-être pas voulu la mettre aux Oscars. Tu m'étonnes. Meilleur montage sonore, c'est toujours étonnant, tu vois, mais bon, il en faut un, c'était lui. Ah bon, on sait, ok. Celui qui a ravi l'Oscar. C'était quoi? C'était Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah bah oui, c'est 200% ah, mais tu mérité. peux pas lutter. Tu peux pas lutter contre ça. Numéro 2 des retours du jeudi. C'est ça, c'est vrai. Ce sera la Qui semaine veut prochaine, dans un mois. Gros teasing, Qui veut la peau de Roger gros Rabbit. teasing, ça tombe bien. Donc c'était en effet Qui veut la peau de Roger Rabbit qui a eu l'Oscar des meilleurs effets visuels et ouais, je l'avais vu en plus. dinguissime. Je me suis pas noté. Normal. Ok. Il a quand même gagné des choses. Meilleur costume, c'est bien de l'avoir noté pour les Saturn Awards. Et nommé pour le meilleur film fantastique, meilleur effets spéciaux, toujours aux Saturn Awards, tout ça. Meilleure actrice dans un second rôle pour... Bev Morda. Eh ben oui. Ouais, Jeanne March. L'actrice Jeanne pour March. Morda, je sais plus Jim comment. March. Jim March, c'est ça. Jane March. Et meilleur jeune acteur Pour Warwick Davis. pour Warwick Davis, qui le mérite. C'est dommage qu'il soit pas nommé aux Oscars. Purée, non mais nommer un peu des gens de minorité, est-ce que c'est actuel? Je ne sais pas, mais c'est dommage. Oui, Dommage, complètement. on offre sa chance à... Enfin bon, voilà. Et Alors que il Peter Dinklage a eu des récompenses Ouais, ça y est. pour ses rôles dans ouais, Game of Thrones, dans son heureusement, rôle dans et Game of Thrones. heureusement. Et heureusement parce qu'il tient Game of Thrones, Ah quoi. oui. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je regardais que pour lui. Non, Parce que ça m'a vite ouais, gonflé, c'est quoi. pour Daenerys, moi. C'est parce qu'il est Pour Daenerys, hein, c'est ça. Hein. C'est parce qu'il est héros aussi, c'est pour ça. Ouais. Il a été aussi nommé aux Razzie Awards. Est-ce que tu sais ce que c'est, Chèche, les Razzie Awards? Ouais, c'est les trucs, justement, ou les trucs les plus mauvais. Les trucs Ouais. les plus mauvais, ouais. Ouais. c'est ça. Et du pourquoi, coup, du coup pire scénario. Ah bon Pire scénario pour George Lucas, il a été nommé pour ça. Ouais. Non, mais les gens des Razzie, des fois. Non, mais oui, Razzie Awards, c'est masturbation intellectuelle. Hein. Excusez-moi pour tout ça, mais Avec tout ce qui sort, honnêtement, tu peux pas dire que ça c'est le pire scénario. Ouais. Au contraire, c'est Non, construit. non. C'est clair que ça suit un Oh, il a fait schéma. bien pire que ça niveau scénario, le Georgie. Eh hein. oui, puis ça suit un Il a schéma. fait quoi? Il voilà, a qui est fait, connu. T'as le livre devant toi là du héros au mille et un visages de Joseph Campbell, et en effet, comme t'as trop spoilé. Hein? Trop spoilé de fou. Ah, j'ai trop spoilé. Hein. Mais oui, voilà. Mais malgré ça, tu peux pas accuser ce film d'avoir le pire scénario. Non. C'est pas possible. Et puis pire second rôle pour Bill Barty. Est-ce que vous connaissez Bill Barty? Barty, c'est. C'est le copain, non? Non. Non, il joue trop bien en plus, Non, Migoche. C'est un peu un connard, Migoche, quand même. C'est Non. pas un Sam Gamgee. tu vois. Ouais, J'avais c'est envie vrai. de faire- J'avais envie de faire un montage. On est perdu. Bon bah on y va. Allez, on s'en va, on rentre. Hein. Tu peux Non, rentrer, il d'accord. est, tu sais, courageux, Allez, Migoche. courageux mais pas téméraire, tu vois. Ouais, complètement quoi. J'aurais bien voulu faire un montage Sam Gamgee et Migoche. tu vois. J'aimerais bien avoir dans mes amis plus des Sam Alors Bill Gamgee que Barty, des c'est Migoche. tu vois. pas celui qui fait je sais pas là le chef méchant. le chef du village des Daikini, non pas des Daikini, comment ils appellent ça? Bah presque. C'est Erk. C'est pas. Non, Erk, Erk, non. c'est qui? Non, Erk, Erk, grand c'est blond. le. Non. C'est le blanc. Non, non. Lui, il est dingue, lui. Ouais, il un- joue Trop bien. en plus. Et Non, mais c'est un le méchant sacré acteur, avec son crâne. Non, Non. lui, il a pas un assez gros rôle pour être nommé. Ah putain, c'est. Ah, c'est le petit sorcier là. C'est lui. Ah ouais, c'est lui, c'est le sorcier. Oh bah C'est ouais, ça. il est trop mignon lui. C'est le sorcier des Daikini. Mais il est Des pas Nelwyn, oui, pardon. des Nelwyn. Je me Mais perds. il est trop bien lui, Il est arrête. trop bien, ouais. Il est trop Qui fort. dit choisis mon doigt. C'est trop bien avec doigt tu veux ses petits doigts là, c'est génial, mais ce moment est génial dans Et le en fait, film. Bill Barty, c'est un acteur méga connu, quoi. À la base. Ah, bien, Et ouais. qui était là pour ça. Et en fait, bah, c'est dommage, il a un peu fini sa carrière Ouais, mais sur un Razzie Radio Award Award. Donc pour il a pas ça, remporté, quoi, mais franchement. bon. Non mais là les Ah ouais. Razzie, franchement, ils ont Ouais, chié dans la colle, quoi. Ouais, tu il vois, chie souvent dans la colle. c'est comme sauf les quand- Gérard du cinéma en France, quoi, Ouais. tu vois, des fois c'est Ouais. Sauf quand il récompense Halle Berry pour Catwoman. pour Catwoman. Ouais, non mais là, bon, ils avaient d'accord. le nez Là, ils avaient un bon nez. là, ils ont un bon nez là, tu vois, Yes. c'est comme Pitoff en pire réalisateur, tu vois, c'est Et pareil. du coup, le mythe du héros, le Willow, pourquoi ça nous parle autant? Peut-être parce que c'est basé comme, en fait, George Lucas, c'est quelqu'un de très, c'est pas un très bon réalisateur, c'est pas un très non. bon ça, mais en fait, c'est un très bon élève. Et il aime bien s'inspirer des grands maîtres, tout ça, de Kurosawa, de machin, de trucs. On lui a dit qu'une caméra pour faire un plan large, c'était bien quand c'était posé sur un pied, que c'était bien droit, tout ça. Et il va faire ça, il n'y a pas de souci. Il va pas aller un peu plus à droite, plus à gauche.
et c'est pour ça que c'est bien foutu. Et du coup, c'était le meilleur élève de Joseph Campbell. Et Joseph Campbell qui a écrit quoi ? Le héros aux 1001 visages, et qui a théorisé en fait le monomythe. Le monomythe, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est le monomythe ? C'est une petite mythe. C'est une structure d'histoire qui se répéterait au fur et à mesure du temps, et qu'on retrouve dans tous les mythes et légendes qu'on peut connaître. Que ce soit les mythes et légendes grecques, n'importe quel pays, n'importe quelle culture. Et voilà, donc il a théorisé ça, c'est en 12 étapes, je ne vais peut-être pas toutes vous les lire, mais voilà. Il a sorti un livre qui s'appelle donc Le mythe du héros, et du coup, voilà, et ça s'appelle le monomythe. Et en fait, Star Wars épisode 4 est basé là-dessus. Et Willow est basé là-dessus. C'est pour ça qu'on retrouve aussi beaucoup de gimmicks de Star Wars épisode 4 dans la structure de ce film-là. Voilà, un personnage qui vit une vie paisible chez lui, un élément perturbateur qui vient troubler sa vie ordinaire. Le héros est d'abord réticent à partir, un peu comme Luke, qui veut pas trop parce que ouais, mais quand même, je dois récolter de l'eau sur Tatooine, donc je peux pas trop y aller. Voilà, le héros est encouragé par un mentor. Ça peut être Obi-Wan Kenobi, ça peut être Bill Barty, je sais plus son nom dans le voilà. Ou et Seigneur des Anneaux. Ouais, on le retrouve un peu partout, très facilement. Le monomythe, justement, le mythe du héros de Star Wars épisode 4 se retrouve dans quasiment tout. Dans beaucoup, films de héros. C'est ça. Et dans Kaamelott également, qui arrive là bientôt, parce que la bande-annonce est sortie. C'est clairement du Star Wars épisode 4. Voilà, le héros qui doit revenir, mais qui est pas sûr, qui est un peu réticent. Il y a quelque chose qui lui arrive, et du coup, il va devoir retourner. Donc là, pour le coup, en Bretagne, tout ça. Donc, on est tous sur le même schéma. Après, forcément, tout le monde dit c'est du Star Wars, c'est du Star Wars. Non, c'est pas du Star Wars, c'est du Joseph Campbell. Ouais. C'est clairement la théorie de Joseph Campbell. Donc voilà, George Lucas, grand fan de Joseph Campbell, et très très studio en fait. Ouais, très bon élève. Voilà, très très bon élève. On le mettra vers Willow aujourd'hui. Et parce que pour la blague, les deux sont profs en fait. Donc. Ouais, c'est ça. Willow aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Willow aujourd'hui ? C'est un DVD et un Blu-ray introuvable, à part sur Disney+. Faut payer un abonnement pour l'avoir. Sinon, le Blu-ray coûte 90 balles. Ouais, le Blu-ray c'est 90 balles. J'ai trouvé pas cher. Je l'ai trouvé à 60 € pour préparer cette émission. C'est en fait, quand tu vois les prix, tu te dis c'est pas cher. Et effectivement, c'était pas cher parce qu'il y avait la boîte. Mais il n'y avait pas le. Et ça s'arrête là. Donc je l'ai pas acheté, je vous rassure, heureusement c'était précisé dans l'annonce. Mais voilà, donc si vous voulez mater Willow, c'est obligé d'avoir un abonnement Disney+, et c'est assez honteux en fait. Tu peux pas l'acheter pour 10 balles en bonne qualité, c'est incroyable. Ou alors vous allez dans toute bonne médiathèque. Dans une médiathèque qui, vous pouvez le trouver, voilà, malheureusement en basse qualité. Malheureusement en basse qualité. Mais c'est dommage mais parce qu'en fait, il a tellement des beaux décors, des beaux. Oui, mais après il y a un petit grain qui fait que voilà. Et voilà, c'est donc Willow, on en a parlé un petit peu, c'est aussi 3 livres derrière qui sont sortis que j'ai pas lu, mais qui prolongent un petit peu cette histoire dans cet univers. Et puis Willow, c'est une série. Mon Dieu. Ah mais je sais pas si mon Dieu, pourquoi pas. Il y a Warwick Davis qui revient, une série produite c'est Disney par Lucasfilm, sous l'égide de Disney. Sous l'égide de Disney, faut arrêter. Moi je sais pas. J'attends, je suis encore optimiste. Dommage, on était à la fin de l'émission et là j'ai très peur. 5 minutes. Mais quand même, voilà. Donc c'est une série qui sort en 2022 avec Warwick Davis et puis Disney, c'est le chétan. Il y a rien à expliquer, c'est comme ça, c'est le chétan. Mais si vous pouvez prendre un petit abonnement, vu que c'est pas du tout, je crois qu'il y a pas d'engagement. Il y a pas d'engagement, c'est un mois, ça vous fait 6 balles pour regarder Willow. 6 € pour regarder Willow, franchement, c'est un investissement. Mais 6 € vous regardez Willow quoi. Voilà. Et regardez Star Wars aussi de la même manière justement pour faire un petit peu justement le lien. Ouais. D'ailleurs on peut reparler de George Lucas 2 secondes, mais Willow, il y a énormément de transitions à la George Lucas, des volets, des machins, des trucs. On pourrait avoir des transitions volets. Ça c'est la grammaire Lucas. Ça c'est la grammaire du montage de Lucas et qui a été repris de toute façon tout le temps dans ses films et même quand c'est pas lui qui réalise d'ailleurs donc. Ouais. Mais pour la série, honnêtement, c'est pas du tout engageant. Je sais pas si vous avez vu qui a été mis sur la réalisation du pilote. Alors j'ai pas encore regardé, j'ai pas osé. Alors j'ai pas le nom. Si, j'ai vu. J'ai pas le nom, mais c'est celui qui a réalisé Sexy Dance 2 et Sexy Dance 3D, qui était parti pour faire le pilote. Et même lui a dit finalement, au niveau des agendas, ça va pas le faire, et donc il est parti. D'accord.
Donc, Ok. Voilà. Bon, écoutez, moi je reste optimiste. Willow, c'est Kokoro. Et voilà, on va espérer que ça le reste et que ça soit transcendé. Et qu'ils nous sortent pas 10 séries Willow et 15 films. C'est bien en fait, quelque part, que ce soit un film. Même si on a envie que ça aille plus loin. Parfois, c'est bien que ça s'arrête. Ouais, mais je suis bien d'accord. Ah oui. Et le mot de la fin, Adrien, 3 mots pour finir. Total impro. Willow, excellent film. Un mot chacun pour finir Willow. Je connais le mot de Mathias. Vas-y, Chèche. Vas-y, Adrien. Willow, film évidemment à voir. À voir. Un mot. À voir. Ça fait 2, mais d'accord. À voir. Merveilleux. Fantastique. Et Sorcha. Évidemment. Et c'est sur Sorcha que se finit cette émission des 42 grenouilles, les retours du jeudi. Voilà, suivez-nous sur Twitter, On n'a pas Twitter. Suivez-nous pas sur Twitter. Alors, vous pouvez nous suivre sur Twitch, sur YouTube. Et l'émission sera diffusée sur YouTube. Et nous suivre sur la page des 42 grenouilles aussi. Voilà, si vous voulez plus de nouvelles. Et voilà. Un grand merci à l'équipe technique, à la régie. Merci à Samuel, à Baptiste, à Thibaut. Voilà, qu'on fait du super boulot. Merci à GG qui fait les musiques que vous entendez au générique. Et merci du coup aux magnifiques chroniqueurs de cette émission. Voilà. Et merci à vous d'être venus si nombreux. Et bonne soirée.